Bonsoir à tous et bienvenue à la médiathèque. Ce soir, nous allons écouter une nouvelle conférence parentalité. Nos invités viennent de l'association Epsilon, c'est Élodie Lemarec et Hélène Galibel-Duquesne. Ces psychologues vont aborder ce soir le thème de l'autorité, du cadre et de la limite, toujours dans la bienveillance avec les enfants. Donc, je vais leur laisser la parole. La conférence est traduite en langue des signes par nos partenaires d'IDEM Interprétation, Agathe Lacoste et Charlotte Laurin. Merci à vous. Je vous présente Lisa Gruan qui va vous présenter un petit peu plus ce que fait l'association. Je suis Lisa Gruan, bénévole de l'association Epsilon. Avant de laisser place à la conférence débat, je me permets de présenter en un mot l'association. Epsilon, c'est une association nantaise de professionnels de l'accompagnement. Nous sommes composés de psychologues, sophrologues, art-thérapeutes, musicothérapeutes et danse-thérapeutes, avec pour objectif de favoriser l'accompagnement psychologique de groupe. Pour cela, on mène diverses actions. La première, c'est de proposer aux groupes professionnels de se réunir. Donc Epsilon, c'est un lieu de rencontre, d'échange et de co-création pour tous les professionnels qui la composent. Nous proposons également des interventions pour les professionnels sous forme d'analyse de pratique, de formation. Ensuite, pour un public tout venant, nous proposons des groupes thérapeutiques et ateliers de développement personnel sur l'agglomération nantaise. Et pour terminer, nous proposons des événements publics du type de la conférence débat de ce soir, mais également des ciné-débats, des journées d'études sur le réseau nantais. Voilà, donc je laisse la parole à Élodie Lemarec et Hélène Galibel-Duquesne. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Hélène Galibel-Duquesne, psychologue clinicienne à La Garnache en Vendée, donc en libéral. Depuis 5 ans, j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance et en protection de l'enfance, et aussi en crèche. Je reçois du public tout venant, avec une particularité de recevoir des enfants de moins de 6 ans, donc 3, 4, 5 ans. Et je fais surtout de l'accompagnement individuel, mais aussi de l'accompagnement à la parentalité, avec les parents des enfants, des jeunes enfants qui viennent me voir. J'ai aussi une activité d'analyse de la pratique auprès des assistantes familiales du Pays de Ré pour l'association Limikia, qui a aussi une antenne à Saint-Nazaire. Et pour le centre hospitalier de Noirmoutier, où j'accompagne les équipes de l'EHPAD, de la maison de retraite. Voilà. Alors en 2 mots, moi je suis Élodie Lemarec, je suis psychologue clinicienne. Donc j'exerce un cabinet libéral dans le centre-ville de Nantes depuis une dizaine d'années. J'accueille ce qu'on appelle du tout venant, aussi bien des enfants, les adolescents, les adultes. Je fais de la thérapie de couple, de la thérapie individuelle et principalement de l'accompagnement à la parentalité. En parallèle, j'exerce en tant que formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Ce soir, on va essayer de vous présenter un sujet qui est quand même très très vaste. Vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, que l'éducation des enfants est actuellement en pleine métamorphose, notamment avec tous les travaux, toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, que vos parents, vos grands-parents n'avaient certainement pas. On sait aujourd'hui qu'être à l'écoute de ses perceptions, de ses émotions, de ce qu'on ressent, nous aide à être en meilleure communication avec soi-même et surtout avec les autres. Ça va bien sûr dans les 2 sens, ce qui fait qu'on a plus facilement une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi. Pour bien grandir, l'enfant a besoin de limites, de cadres, d'interdits, c'est-à-dire l'accompagnement de l'adulte, où on est vraiment dans quelque chose qui est sécurisant et sécurisé pour l'enfant. Et ce qui va avec, c'est vraiment une prise en compte de ce qu'il ressent. C'est vraiment de voir comment est-ce que l'enfant il a besoin de limites, mais également de cette prise en compte de son estime de soi, de sa confiance en lui et de ses émotions. De plus en plus, maintenant qu'on le sait, c'est super parce que de plus en plus de professionnels de la petite enfance, de parents, de professionnels de l'enfance, des instituteurs, etc., essayent de mettre en place tous ces nouveaux principes que nous connaissons aujourd'hui afin d'éduquer les enfants dans un plus grand respect, de leurs émotions, plus grand respect de ce qu'ils sont, plus grand respect de leurs besoins.
ils essayent de mieux les comprendre et en parallèle de mieux interagir avec eux. Néanmoins, vous le savez certainement, la mise en pratique est parfois difficile. Des fois, la théorie, c'est facile à comprendre, et des fois, au quotidien, la mise en pratique peut être des fois un petit peu plus compliquée. D'autant plus, surtout quand l'enfant sort du cadre, quand l'enfant teste le cadre, et quand là, l'opposition entre l'adulte et l'enfant se fait entendre. Et des fois, l'opposition, le désaccord, le conflit entre l'enfant et l'adulte peut se faire entendre des fois d'une manière très très forte. Donc l'idée, c'est de voir comment essayer de gérer les conflits à la maison ou dans les structures d'une manière positive, d'une manière bienveillante, d'une manière respectueuse. Comment concrètement on peut répondre aux besoins de l'enfant, comment l'accompagner, cet enfant, pour qu'il puisse apprendre à gérer ses émotions. C'est quelque chose qui s'apprend, la gestion des émotions. C'est pas inné, ce serait tellement plus facile, mais c'est un véritable apprentissage, et l'adulte se doit d'accompagner l'enfant là-dedans. Comment, avec bienveillance, poser les limites à son enfant. Donc nous allons d'abord réfléchir sur le pourquoi ne pas punir et ne pas crier. C'est vraiment la base. Une fois qu'on a compris le pourquoi c'est pas très intéressant de le faire, c'est plus facile de se repositionner. On va s'interroger également par la suite sur qu'est-ce que se faire obéir. Et ensuite, on va essayer de vous présenter des outils, des techniques issus de différents courants de pensée. L'éducation positive, la parentalité positive, la communication non violente. On va essayer de faire le tour un petit peu de différentes choses qui existent. Alors on n'aura pas le temps d'une soirée de vraiment détailler chaque sujet, mais l'idée c'est de vous donner un petit peu un aperçu de différentes choses qui peuvent exister, de manière à ce que vous ressortiez un petit peu ce soir avec différents bagages et que vous puissiez piocher dans ce qui vous parle le mieux. Donc pour en revenir plus précisément sur le plan de la conférence, donc dans la première partie, pourquoi ne pas punir et ne pas crier, nous verrons les conséquences à long terme de la punition, toute une partie sur les émotions de l'enfant, un nouveau regard sur les comportements inappropriés de l'enfant. Dans la seconde partie, qu'est-ce que se faire obéir ? Nous reviendrons sur les méthodes ordinaires d'éducation qui visent justement se faire obéir. Et nous essaierons de passer à un nouveau paradigme en suscitant la coopération, en proposant d'aider l'enfant à développer ses compétences psychosociales et son estime de lui, en encourageant l'autonomie et en valorisant l'enfant. Donc les outils que nous verrons pour pouvoir essayer de faire tout ce programme, c'est l'accompagnement des émotions, la communication non violente, la mise en place des routines, d'un temps dédié à deux, et la recherche de solutions. On va commencer par s'interroger sur le pourquoi ne pas punir et ne pas crier. Les punitions permettent réellement d'obtenir un résultat immédiat. C'est pas pour rien que dans l'éducation, dans l'accompagnement des enfants, on utilise souvent la punition, parce que dans la majorité des cas, on a un résultat immédiat face à ce qu'on appelle une bêtise. Cependant, sur du long terme, les résultats sont néfastes. Le fait de punir les erreurs, au lieu d'être dans une recherche de solutions, ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est vraiment de voir, au lieu de punir, on est davantage dans une réflexion avec l'enfant, une coopération avec l'enfant pour trouver une solution au conflit. Donc au lieu de faire ça, quand on est vraiment juste sur une punition, cela peut engendrer chez l'enfant, sur un plan émotionnel, un sentiment de haine, de vengeance, de défi, de culpabilité, de mépris ou d'humiliation. Jan Nelsen, c'est une psychologue américaine de renom, auteure de nombreux ouvrages qui explique vraiment bien en détail tout ce qu'il en est de l'éducation positive, de comment avec fermeté et bienveillance accompagner l'enfant. Nelsen a travaillé en fait sur à long terme, de voir que chez l'enfant, le fait d'être puni, ça peut lui renvoyer de la rancœur. Avec et c'est pas juste, et je peux pas faire confiance aux adultes, quelque chose vraiment de très désagréable de la part de l'enfant, vraiment un sentiment d'injustice. Cela peut provoquer également chez l'enfant un sentiment de revanche.
Où là, l'enfant, il se dit, bon, bah ok, là, c'est eux qui ont gagné, mais alors la prochaine fois, c'est moi qui vais les avoir, et c'est moi qui vais gagner. On est vraiment là dans une espèce de lutte de pouvoir. Ils m'ont puni, ok, mais je vais avoir ma revanche. En termes de conséquences à long terme, on voit également le sentiment de rébellion. C'est-à-dire que là, on peut être confronté à un enfant qui va, pour se rebeller, pour avoir ce sentiment-là d'exister, de faire vraiment l'inverse de ce qui est demandé. Là, on est vraiment toujours dans la lutte de pouvoir, dans le rapport de force adulte-enfant. L'autre conséquence aussi néfaste pour l'enfant au niveau de la punition, c'est le retrait. C'est-à-dire que l'enfant, à force d'être puni, a le sentiment que il est nul, il vaut rien, donc il se met vraiment en retrait de la relation. Et puis il peut aussi devenir ce que vous pouvez peut-être, on peut appeler peut-être un petit filou, avec le côté la prochaine fois je vais pas me faire prendre, je vais continuer à faire la bêtise mais je vais pas me faire prendre, comme ça c'est sûr je vais pas être puni. Donc là on voit bien qu'on a l'inverse de ce qu'on aimerait en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'il va continuer à sortir du cadre, mais il va faire en sorte de ne pas se faire avoir. Donc maintenant, je vais vous présenter 10 caractéristiques des émotions de l'enfant qui ont été reprises des différents travaux en neurosciences par Isabelle Figliosa. Parce qu'en fait, derrière la plupart du temps, les bêtises ou les comportements inappropriés d'un enfant, on va retrouver en fait l'expression d'une émotion débordante. Et donc la première étape va être vraiment de pouvoir contenir l'émotion ou alors faire en sorte qu'elle puisse être entendue par l'adulte, acceptée par l'adulte. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur le pourquoi, sur la recherche de solutions, etc. etc. Et c'est vrai qu'une des premières choses à prendre en compte, c'est quelle est l'émotion de l'enfant à ce moment-là. Donc, il existe 5 émotions de base qu'on connaît bien, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur. Avec toutes ces émotions de base, on va broder l'ensemble des autres émotions. Donc après, on verra dans les outils pour essayer de ouvrir son champ lexical dans le thème des émotions, parce qu'on est des fois un peu bloqué sur ces 5 émotions de base. Donc voilà, pour essayer de comprendre l'émotion de l'enfant, avoir déjà le champ lexical, ça permet de les expliciter. Donc les émotions sont des sensations internes qui se voient à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment repérer sur son enfant les signes de telle ou telle émotion, et donc on va pouvoir peut-être après lui proposer une interprétation. Les émotions sont universelles, c'est-à-dire que ce qu'on a pu découvrir, c'est que quelle que soit l'ethnie, on a pu retrouver les émotions de base chez tous les êtres humains de la planète. Les émotions sont utiles, ça c'est quelque chose pour moi qui est primordial, c'est-à-dire que les émotions c'est vraiment un signal qui est envoyé par notre corps la plupart du temps, qui peut être aussi envoyé par la tête, mais c'est surtout corporel. Et les émotions, ça veut dire quelque chose. Elles ne sont pas là pour rien. Elles ont à nous envoyer un message. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment ouvrir de nouvelles compétences et une nouvelle compréhension de soi-même quand on est à l'écoute de ces émotions. Les animaux aussi ont des émotions, donc ça c'est pour dire vraiment que c'est encore plus universel que juste les êtres humains. Les émotions passent. Ça, moi, c'est quelque chose qui a été révolutionnaire quand j'ai entendu ça. Parce qu'en fait, une émotion de base, ça dure à peu près 90 secondes. Et ensuite, là, on va soit passer dans la réaction émotionnelle excessive, soit la plupart du temps, si l'émotion est entendue, elle va pouvoir se calmer. Et c'est vrai que ça, j'ai vraiment pu l'observer au cabinet. Si je ne dis rien et que je laisse la personne juste exprimer l'émotion qui est en train de se passer, et au bout de à peu près 1 minute, 1 minute 30, elle va se reprendre d'elle-même et elle va passer à autre chose. Voilà, l'émotion sera juste exprimée. J'en aurais rien fait pour le moment, mais au moins elle aura été exprimée. Les émotions ressortent toujours, ça c'est vraiment très très important, c'est-à-dire qu'au plus on refoule une émotion, au plus elle va ressortir à un moment qui va complètement nous prendre de court. Et donc, on va être encore plus surpris. Et la personne qui va être en face ne va rien pouvoir en faire. Parce qu'en fait, c'est souvent quelque chose qui s'est passé antérieurement, qui ressort à un autre moment. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que parfois, les parents peuvent avoir une émotion de l'enfant,
qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe actuellement, mais qui a pu se passer dans la cour de récréation ou à un autre moment de la journée. Et là, ça ressort de manière un peu incompréhensible pour les parents. On peut éprouver plusieurs émotions en même temps, donc c'est vraiment ça l'ambivalence, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois dans du plaisir et dans de la joie et de la peur. C'est l'exemple d'aller faire un manège à sensations, d'avoir très envie et en même temps d'avoir très très peur d'y aller. Et pour finir, poser des mots sur les émotions permet de les maîtriser. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de pouvoir avoir un champ lexical émotionnel un peu plus fourni. Mais moi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans les 10 caractéristiques d'Isabelle Figliosa, c'est qu'elle met bien se poser des mots sur les émotions en dernier. C'est-à-dire que vraiment, l'émotion n'est pas intellectuelle et n'est pas quelque chose de mental. C'est vraiment d'abord le corps et le cœur qui parlent. Et donc, si on gère l'émotion au niveau cérébral directement, on a loupé la première étape de l'émotion qui est d'abord quelque chose de corporel et dont on a besoin de se libérer corporellement avant de pouvoir la traiter rationnellement. Toujours dans cet apport théorique sur pour mieux comprendre le pourquoi, ne pas en passer par le fait de punir ou de crier. Aujourd'hui, on porte un nouveau regard sur les comportements inappropriés des enfants. Lorsque, grâce aussi aux connaissances sur les émotions, sur ce qui vient d'être développé, lorsque l'adulte comprend l'enfant, réussit à interpréter son comportement, il peut par conséquent beaucoup mieux l'accompagner. Et donc ne pas en passer par le fait de lui crier dessus ou de lui punir, il peut vraiment répondre à réellement ce qu'il a essayé de dire. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder juste le haut de l'iceberg, on essaye de sortir de ce qu'on voit et d'aller regarder en profondeur vraiment. D'essayer d'en comprendre quelque chose, ça en passe un peu par une forme d'interprétation. L'adulte voit souvent dans le comportement inapproprié de l'enfant une bêtise, alors que sa bêtise, selon avec notre tête à nous d'adulte, ce que nous on voit comme une bêtise, lui il le ressent comme vraiment l'expression d'un besoin. Et c'est vraiment ça qu'il faut venir chercher. Quand l'enfant se comporte mal, cela peut être pour répondre à des objectifs qui sont des leurs et qui s'appuient sur des fausses croyances. D'où l'importance de bien voir ce qui se cache derrière la bêtise, d'essayer de voir ce que l'enfant essaye de nous dire au travers de sa bêtise. On voit que des fois l'enfant va faire sa bêtise, c'est-à-dire va mal se comporter, va avoir un comportement inapproprié dans le but d'accaparer l'attention. C'est son objectif mirage. Son objectif, c'est ça. Alors, je vois que ça parle à certaines. C'est-à-dire qu'il le fait pour répondre à cet objectif-là. Alors, ils ont appelé ça, Nelson a appelé ça un objectif mirage, parce qu'on voit bien que c'est un leurre. Ça ne fonctionne pas, parce que souvent, l'enfant va se faire réprimander ou punir, etc. Alors que son objectif, c'est d'accaparer l'attention parce qu'il est persuadé, c'est une véritable croyance, mais les enfants ne sont pas machiavéliques, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas d'une manière consciente. Ils ne le font pas exprès. Ils le font parce qu'ils ont vraiment, à l'intérieur d'eux, ils sont réellement persuadés que si l'adulte ne s'occupe pas que de moi, si l'attention de l'adulte n'est pas centrée que sur moi, ça veut dire que je compte pas, ils m'aiment pas. Donc c'est ça. Il y a des enfants, ils vont faire tout et n'importe quoi en ayant juste ça. C'est leur manière à eux de dire « je veux être le centre pour toi ». D'autres enfants, ou les mêmes mais à des moments différents, peuvent avoir comme objectif de vouloir prendre le pouvoir. Avec cet objectif-là, pareil, c'est un objectif mirage, de vouloir prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que s'ils ne sont pas dans une position de force, s'ils ne sont pas en tant que leader, en tant que, souvent dans les cours de récré on appelle ça la petite commandeuse ou les commandants, s'ils ne se positionnent pas comme ça, ils ont le sentiment de ne pas appartenir au groupe famille, au groupe copain, au groupe classe, peu importe, au groupe crèche, en fonction de... ils ont le sentiment qu'ils existent qu'en étant dans cette posture-là. L'objectif également, quand un enfant a un comportement inapproprié, ça peut être d'être dans le fait de vouloir prendre une revanche. Là, on est vraiment dans le cas d'enfants en souffrance. Ils ont le sentiment
de pas être aimés dans un groupe, de pas avoir leur place dans un groupe. Donc du coup, si moi je suis malheureux, et ben l'autre aussi va être malheureux. C'est un petit peu l'idée. L'autre objectif, c'est que l'enfant, au travers de sa bêtise, peut se cacher le fait qu'il se comporte mal pour venir confirmer sa certitude qu'il est nul. C'est-à-dire qu'il a tellement ce sentiment-là d'être nul, de ne pas savoir faire, de ne pas être capable, de ne pas avoir de l'importance, de ne pas appartenir à ce groupe la famille, ou à ce groupe frères et sœurs, ou à ce groupe classe, etc., que du coup, il se désengage complètement. Donc il fait tout, en fait, pour nous faire croire, à nous les adultes, que il ne sait pas faire. D'où l'importance, effectivement, de ne pas rester, comme j'expliquais tout à l'heure, sur le haut de l'iceberg, mais de vraiment voir ce qui se cache en dessous, de manière à pouvoir répondre réellement aux besoins de l'enfant. Et pas rester uniquement sur son comportement inapproprié, mais de voir un petit peu quels besoins se cachent derrière, pour mieux l'accompagner. Le risque, effectivement, quand on est dans le fait de punir ou de crier, c'est qu'on vient renforcer ça, quoi. Si l'enfant il est vraiment dans cet objectif-là, que c'est en faisant sa bêtise qu'il va réussir à attirer l'attention, si on répond à cette expression-là en lui criant dessus ou en le punissant, on vient renforcer sa croyance. Alors que l'objectif de l'adulte, c'est de l'aider à sortir de cette croyance-là, de manière à l'aider à prendre conscience qu'il peut faire autrement et qu'il a la possibilité de se comporter autrement. Alors, on va s'interroger maintenant sur le qu'est-ce que se faire obéir. On va d'abord commencer à examiner ensemble, on va essayer d'illustrer des méthodes ordinaires d'éducation, c'est-à-dire des moyens. Alors là, vous avez la liste qui défile ici. Blâmer et accuser, dévaloriser, menacer, donner des ordres, sermonner, faire la morale, donner des avertissements, jouer les martyrs, faire des comparaisons, faire des remarques sarcastiques, faire des prédictions. Donc ça, ce sont des méthodes qui sont méthodes ordinaires, parce que ce sont souvent des méthodes qui sont couramment utilisées par beaucoup d'adultes, mais qui ne sont absolument pas basées sur le respect, la bienveillance et la compréhension du comportement, la compréhension du besoin, l'accompagnement de l'émotion. Imaginez un adulte très en colère qui en passe par le fait de blâmer et accuser. Si vous essayez d'y réfléchir, je suis persuadée que vous l'avez déjà fait, même si on n'ose pas des fois le dire à haute voix, mais on l'a tous fait à un moment donné, en prise avec notre colère, notre fatigue, etc. Donc moi je vais illustrer un adulte dans cet état-là, et puis Hélène va se mettre du point de vue de l'enfant pour illustrer un petit peu ce qu'il en est de l'émotion de l'enfant à ce moment-là. Donc l'adulte agacé peut être dans des « Oh, mais t'as encore laissé tes traces de doigts sur la porte, mais pourquoi tu fais toujours ça? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourras-tu faire les choses pour une fois correctement? Combien de fois faudra-t-il te dire de te servir de la poignée de la porte? Ce qui va pas chez toi, t'écoutes jamais. » Ah bah d'accord, la porte est plus importante que moi. Je vais lui mentir et lui dire que c'était pas moi. Je suis dégoûtant. Je voudrais disparaître. J'ai envie de lui traiter tous les noms. Tu dis que t'écoutes jamais? Très bien. Eh ben je t'écoute plus. Donc on voit bien qu'on ne veut pas que l'enfant ressente ça. Le deuxième exemple, ça va être sur le fait de menacer. Comment aussi à un moment donné un adulte démuni peut en arriver à ces méthodes-là où on vient menacer l'enfant. Touche cette lampe encore une fois et tu vas recevoir une claque. Si tu ne recraches pas cette gomme tout de suite, je vais t'ouvrir la bouche et la retirer moi-même. Si tu n'as pas fini de t'habiller avant que j'ai terminé de compter jusqu'à 3, je pars sans toi. Je vais toucher la lampe quand elle ne regardera pas. J'ai envie de pleurer. J'ai peur. Fiche-moi la paix. L'autre méthode ordinaire d'éducation, on va prendre l'exemple de donner des ordres. Nettoie ta chambre immédiatement. Mais aide-moi à entrer les paquets là, mais dépêche-toi. Tu n'as pas encore sorti les ordures? Ah, mais fais-le tout de suite. Qu'attends-tu? Mais allez, grouille-toi. Essaie de me forcer à le faire. J'ai peur. Je peux plus bouger. Je peux plus la sentir. Quoi que je fasse, j'aurai des ennuis. Comment faire pour sortir de ce trou? On part maintenant sur le fait de donner des avertissements. Fais attention, tu vas te brûler. Sois prudent, tu te feras renverser par une auto un jour. Ne monte pas là, tu tiens à tomber?
Mets ton pull, sinon tu vas attraper un mauvais rhume. Mais l'univers est effrayant, dangereux. Comment me tirer d'affaire tout seul? Peu importe ce que je fais. De toute façon, j'attire que des problèmes. Faire des comparaisons. Alors ça, dans les structures familiales, c'est quelque chose qu'on peut des fois observer entre les frères et sœurs. Pour les personnes qui travaillent aussi dans les écoles, entre les différents camarades, c'est souvent utilisé pour... en ayant pour but de donner du courage, mais en fait, c'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi tu ne fais pas comme ton frère? Son devoir à lui, eh bien, il est toujours terminé à l'avance. Lisa, elle a de si bonnes manières à table. Elle, tu la verras jamais manger avec les doigts. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme Gabriel? Oh, il a l'air toujours tellement propre, cet enfant. Il a les cheveux courts, la petite chemise dans le pantalon. C'est tellement plaisant de le regarder, lui au moins. Elle les aime plus que moi. Je déteste Lisa. Je suis une cause perdue. Moi aussi, je déteste Gabriel. Donc au regard de ces différentes réactions, de ces différentes illustrations, on constate facilement qu'il vaut mieux utiliser d'autres méthodes de manière à amener l'enfant à obéir, mais sans faire violence à leur estime de soi, sans semer chez eux de mauvais sentiments. Là, tout ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, c'est qu'on voit bien que ça génère chez l'enfant quelque chose de très négatif. Donc, vous avez compris, on n'est pas très adepte des méthodes ordinaires d'éducation. Néanmoins, comme disait Elodie, même en voulant essayer de faire autrement, sous le coup de nos propres émotions ou juste de la fatigue ou de plein de choses, le regard des autres, très important le regard des autres, mais on peut très très facilement revenir à ces méthodes éducatives parce que c'est celles que la plupart d'entre nous ont reçues et donc c'est celle qui va arriver d'emblée dans des situations où on n'est pas du tout en gestion de nos comportements. Nous, ce qu'on va vous proposer, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de changer le paradigme et le point de vue. Donc, on va essayer de plus penser en termes de se faire obéir, ce qui est une relation horizontale avec les parents étant les sachants et les enfants ceux qui doivent obéir. On va essayer de passer à une relation plus horizontale. Les nouvelles méthodes éducatives ont pour ambition de faire évoluer cette relation parent-enfant de manière plus horizontale. Donc, si on prend par exemple la discipline positive, on va utiliser des choses qui vont être basées sur la bienveillance, la confiance, le respect mutuel, l'encouragement, le sentiment d'appartenance, les opportunités d'apprentissage, le sens des responsabilités. Et le plus important, je pense, en mon sens, c'est vraiment abandonner la lutte au profit de la coopération. C'est-à-dire que quand on est dans se faire obéir, on est dans quelque chose où on essaie de mainmise, on essaie de faire quelque chose à l'autre, et ça, Freud l'a tout de suite expliqué, c'est-à-dire c'est un challenge impossible. On ne peut pas faire quelque chose à une personne, les résultats ne seront jamais de nous, dépendra toujours de l'autre, et donc c'est vrai que on va pouvoir très facilement se décourager dans l'éducation quand on attend de faire quelque chose à l'autre. Alors que c'est vrai que là, ce qu'on va vous proposer comme autre chemin, c'est vraiment le chemin de la coopération. Mais c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour que l'ensemble de la famille et des membres de la famille puissent se retrouver dans la relation et puissent y prendre chacun du plaisir, on va demander à l'ensemble du système familial de faire une partie du travail et de pouvoir être en coopération et pas dans une lutte de pouvoir entre voilà, moi je connais ce qu'il faut faire et donc toi tu dois l'appliquer, mais ça va être vraiment plutôt des allers-retours entre moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, comment est-ce qu'on peut faire pour faire marcher tous ces besoins ensemble. L'objectif, donc, quand on éduque un enfant, c'est d'obtenir des résultats positifs sur du long terme. Comme on a vu, la punition, ça marche sur du court terme. Là, l'idée vraiment, quand on accompagne un enfant pour l'aider à bien grandir et qu'il devienne un adulte, l'idée, c'est de l'aider à ce qu'il puisse développer tout un ensemble de compétences psychosociales et une bonne estime de soi. C'est-à-dire que l'objectif vraiment de l'adulte, c'est pas qu'il obéisse tout de suite, mais qu'il puisse grandir en ayant une bonne estime de lui-même et de bonnes
compétences psychosociales. C'est vraiment, et ça c'est important de toujours se le rappeler, surtout dans des moments où l'adulte se sent démuni et en prise avec ses propres émotions, de recaler le curseur et de se dire, voilà, mon objectif il est là. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc là, on voit bien que l'OMS, c'est vraiment les épreuves de la vie quotidienne. C'est de voir comment est-ce que tous les jours, on peut être bien avec soi et bien avec les autres. C'est vraiment l'objectif. En étant plus détaillé, l'OMS définit 10 compétences psychosociales. Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations à l'autre, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et ses émotions. Donc l'objectif de l'adulte qui accompagne un enfant, c'est vraiment de l'aider à ce qu'il puisse développer tout ça. On voit qu'on en a pour un bon chemin pour toute la vie. C'est ça. C'est des outils que l'adulte met en place chez l'enfant de manière à ce que l'enfant puisse être suffisamment bien outillé pour les utiliser toute sa vie. Sachant que c'est jamais perdu, on peut pas, peu importe l'âge qu'on a, on peut pas se dire. J'avais ce matin en consultation quelqu'un qui avait 56 ans, elle me dit « Ah non, mais de toute façon, j'ai pas confiance en moi, j'ai une mauvaise estime de moi-même, c'est fichu. » Non, toutes ces compétences-là, c'est absolument pas une question d'âge. Alors effectivement, quand l'enfant, dès tout petit, on lui donne ses outils psychiques, ça sera plus facile pour lui de grandir en ayant déjà cette connaissance-là. Pour les personnes qui ne l'ont pas eu, c'est quelque chose qui déjà s'apprend, se développe toute sa vie, et puis c'est pas comme ça, c'est ça la vie, vous le savez bien, et à tout âge on peut apprendre et développer tout ça. Je voulais juste revenir sur avoir une pensée critique. Avoir une pensée critique, c'est-à-dire c'est amener l'enfant à ce qu'il puisse penser et réfléchir par lui-même. C'est lui laisser cette possibilité-là d'utiliser sa tête et de réfléchir, de l'amener à penser. Toujours dans le but d'un adulte, quel est l'objectif d'un adulte qui aide un enfant à bien grandir, c'est de l'aider à développer son estime de soi. On a bien vu dans les méthodes ordinaires d'éducation qu'on a développées tout à l'heure que ça ne l'aide pas à ce qu'il ait une bonne estime de lui. Donc juste là, la définition de l'estime de soi, c'est se sentir en sécurité et avoir confiance en soi, connaître ses qualités, ses difficultés, ses aptitudes, être à l'aise dans divers groupes, se sentir compétent dans différents domaines, se sentir respecté et être respectueux envers les autres, savoir s'affirmer de façon positive, avoir de la détermination et avoir une image positive et réaliste de soi. Donc là, l'adulte se doit d'accompagner l'enfant sur ce chemin-là, qui est des fois le chemin de toute une vie. Un axe majeur, c'est vraiment l'autonomie. C'est vraiment aider l'enfant dès tout petit, il n'y a pas d'âge, dès tout petit on apprend, on est dans cette démarche-là avec l'enfant, sur l'aider à développer son autonomie. C'est-à-dire que l'enfant, il doit prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il sait faire, ce dont il est capable. Ça en passe par le fait de contribuer activement. Il a une place dans le groupe, donc il a un sentiment d'appartenance, donc il fait. Parce qu'en plus, il sait qu'il sait faire. Si on ne lui laisse pas la possibilité de faire, il ne peut pas avoir conscience qu'il sait faire. Tout ce qui est les travaux de la motricité libre de Amy Pickler, pour ceux qui travaillent avec les petits en crèche, tout ce qui est liberté motrice. Voilà, on le laisse tout petit explorer son environnement pour lui donner la possibilité d'apprendre à faire avec déjà ce qu'il a comme capacité, ce tout petit. Donc c'est vraiment
dès la naissance qu'on est dans ce type-là. On ne se dit pas, ah ça y est, il a 10 ans, on commence à lui apprendre à être autonome. Alors c'est pas trop tard, rassurez-vous, s'il y en a qui ont des enfants de 10 ans et qui ne sont pas autonomes, mais c'est vraiment quelque chose qui se met en place dans l'environnement, peu importe si c'est l'environnement familial ou l'environnement crèche, peu importe, parce que plus l'enfant sera autonome, et moins il y aura de conflits. C'est-à-dire que quand il se trouve dans une position de dépendance, l'enfant, c'est-à-dire l'adulte est là, l'enfant est là, ce que tu disais tout à l'heure, il peut se sentir impuissant, il ne sait pas faire, il est nul, on ne lui laisse pas la possibilité de s'exprimer, il n'a pas envie d'être acteur du groupe parce qu'il ne se sent pas appartenir au groupe. Là, c'est là qu'on peut voir apparaître une baisse de l'estime de soi, du ressentiment, de la frustration et de la colère. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de schématiser là, l'importance d'encourager l'autonomie, parce que quand on se sent impuissant, eh bien, colère, baisse de l'estime de soi. Donc c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on souhaite. D'où l'importance d'encourager l'autonomie pour diminuer tous ces sentiments négatifs qui mènent au conflit et qui mènent à la lutte de pouvoir entre l'adulte et l'enfant. Donc à partir du moment où l'enfant sait faire par lui-même, c'est important que l'adulte ne le fasse pas à sa place. Souvent les adultes font à la place des enfants parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus pratique et qu'on est dans une société où de toute façon on n'a pas le temps, on court tout le temps. Donc des fois on est vraiment dans cette logique-là de faire à la place de l'enfant parce qu'on n'a pas le temps. Donc au moins c'est plus rapide, c'est plus pratique et puis le matin, soit il y a l'heure du travail, il y a l'heure de l'école, enfin voilà, les adultes, parce que les enfants ne sont pas là-dedans, les adultes ont toujours une montre, le temps est toujours chronométré, mais le temps de l'adulte n'est pas le même que le temps de l'enfant. Et c'est souvent du temps de gagner pour la suite, c'est-à-dire que apprendre à l'enfant par faire par lui-même, donc ça demande un accompagnement, mais c'est du temps gagné par la suite. Parce qu'après, il saura le faire tout seul. Donc après, si on prend par exemple les matins de crise où il faut aller travailler, il faut aller à l'école, etc. Plus on leur apprend et plus on a pris du temps au début pour leur apprendre à être autonome, et plus après, les choses roulent toutes seules. Ou presque. Je vous renvoie aussi aux travaux de Maria Montessori, Apprends-moi à faire seul. C'est vrai que c'est vraiment un apprentissage. Là, on est vraiment dans le travail de l'adulte, le travail éducatif, d'apprendre à l'enfant à devenir autonome. Quand on a toujours une gentille maman, une super maman avec une cape de super maman qui fait tout à la place de l'enfant, on ne l'aide pas à être autonome. Même si souvent ça part d'un bon sentiment, mais on n'est absolument pas aidant à partir du moment où on fait tout à sa place. On ne lui laisse pas cette possibilité de développer son estime de lui-même et de prendre conscience qu'il est capable de le faire, et surtout de lui donner l'envie de faire. Ça en passe aussi par, si on prend l'exemple dans une maison avec une fratrie, c'est-à-dire que on met le couvert, même le petit il participe, même le petit il est autonome. Alors évidemment le petit va mettre les petites serviettes, le plus grand il va mettre les couteaux, mais chacun sa place, chacun son rôle, chacun sa tâche. Ce qui fait que chacun peut développer le sentiment de c'est pas parce que je suis le plus petit que je sais rien faire. En fonction de l'âge, on adapte, mais on leur laisse la possibilité de faire. Un autre exemple, ça peut en passer aussi par le fait de préparer leur sac. Souvent, les gentilles mamans préparent toujours les affaires nickel. Sauf que ça peut être intéressant aussi de leur apprendre à prendre soin de leurs affaires et à prendre conscience de ce dont ils ont besoin et de préparer leur cartable, de préparer leur sac pour aller au foot, etc. Donc, dernier point qu'on vous propose pour plus passer par se faire obéir, mais une autre façon de faire avec les enfants. On va passer sur la valorisation. Donc la valorisation, c'est aider les enfants à développer une image de soi positive et réaliste, à se faire percevoir comme une personne qui a de la valeur. Alors je reviendrai sur une petite différence qui me semble quand même assez importante, c'est la différence entre valoriser et féliciter. C'est-à-dire que dans la plupart du temps, on pense que valoriser, ça veut dire « Qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait ? Oh là là, tu es vraiment quelqu'un de hyper intelligent, c'est super. » Enfin voilà, on va employer tout ce genre de mots. Ça peut provoquer chez les enfants une espèce de quête
de cette approbation de l'adulte. C'est-à-dire qu'il va nous montrer son dessin en disant « Est-ce qu'il est beau, maman ?» Voilà. Et puis si ce jour-là, on trouve qu'il n'est pas très beau, on va peut-être faire et puis voilà, il va se dire « Oh là, c'est moche ». Enfin voilà, donc il peut être dans une demande après, la plupart du temps, d'avoir des félicitations. Ça me fait penser à mon fils qui me dit il avait fait quelque chose et puis il me dit « Tu me félicites, maman ?» Voilà, donc là, vous voyez, moi aussi, tant pis. Et la valorisation, ça va vraiment être plutôt de décrire ce que l'on voit, c'est-à-dire que ça va être j'ai vu que tu as mis la table. C'est super, tu as mis la table, mais ils vont le voir sur notre visage, mais ils vont pouvoir se faire leur propre compliment sur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le simple fait de lui dire j'ai vu que tu as mis la table, ou je vois que tu as mis du bleu sur ton dessin, pour reprendre l'exemple du dessin, eh bien, il va pouvoir se dire ah bah tiens, c'est chouette d'avoir mis du bleu. Ou alors on peut carrément lui poser la question ah ben toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es contente de ton œuvre, etc. S'il nous demande un petit peu plus notre propre opinion. Et c'est vrai que pour valoriser, on va pouvoir vraiment juste décrire ce que l'on voit. Et donc une deuxième chose que l'on peut faire dans la valorisation, c'est le compliment. Donc c'est vraiment appuyer sur le comportement attendu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu le pendant de répondre au comportement inadapté en criant et en blâmant, donc on appuie sur le comportement négatif. Là, on va valoriser et appuyer sur le comportement attendu. Donc là, par exemple, dans l'exemple, un enfant qui n'a pas mis ses chaussons mais qui a déjà mis son pyjama, et ben on va pouvoir lui dire « Oh ben dis donc, j'ai vu que tu as mis ton pyjama », et puis on va lui dire « Oh ben comment ils vont faire les chaussons pour arriver? Ils vont arriver avec leurs petites ailes » ou voilà, des petites choses pour dédramatiser le fait que les chaussons ne sont pas encore arrivés au pied. T'as pas oublié un truc? Ah bah oui, j'ai pas mis mes chaussons. Donc vous voyez, là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas agressif, où on vient pas blâmer et où on vient pas lui dire « Ah, t'es nul, t'as oublié un truc ». Alors, maintenant, nous allons reprendre ce que nous avons dit de manière un peu théorique en utilisant des outils. Donc, le premier outil que l'on va vous proposer, donc, c'est l'accompagnement des émotions de l'enfant. Donc, il y a cette question que Isabelle Figliosa a positionnée pour essayer de comprendre et d'accompagner l'émotion de l'enfant. Quel est son vécu? Là, on va vraiment chercher à savoir qu'est-ce que l'enfant a perçu de la situation et comment il a ressenti les choses, sans essayer du tout d'y mettre de l'interprétation, notre interprétation, mais comprendre lui comment il a vécu les choses. Que dit-il? Essayer de décrypter la situation, de savoir qu'est-ce qui peut se cacher derrière le comportement de l'enfant, on a vu. Est-ce qu'il y a une émotion qui est bloquée? Est-ce que c'est un objectif mirage? Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer derrière ce qu'on est en train de voir? Quel message j'ai envie de lui transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie que ça provoque comme réaction, notre réponse, notre comportement? Lui faire passer le message qu'on a compris ce qu'il était en train de vivre, qu'on est en connexion avec sa souffrance ou ce qu'il est en train de vivre, avant d'essayer de lui expliquer ou de mettre des mots, etc. etc. Est-ce qu'on peut à un moment donné lui faire passer de manière non verbale l'attitude qu'on a envie de lui transmettre? Après, on peut se poser la question de pourquoi je dis cela. Donc ça, c'est vrai que la plupart du temps, dans nos réactions, on est traversé par nos schémas habituels de fonctionnement, nos croyances, tout ce qu'on a intégré à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas forcément remis en question. Et donc il y a des fois, peut-être que ça peut être intéressant, après coup, parce que sur le moment, c'est pas vraiment possible, mais de se dire pourquoi j'ai dit cela, pourquoi est-ce que je me suis mis dans telle et telle situation. Et peut-être dans un autre, quand la situation se reproduira, on pourra peut-être dire autre chose. Est-ce que je réponds à mes propres besoins d'adulte? Savoir être au clair avec son propre ressenti, ses propres émotions, ses propres besoins. Et pour moi, c'est vraiment là que se situe la limite. C'est-à-dire que les limites qu'on va poser à ces enfants, c'est nos propres besoins d'adultes et notre propre conception des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite et d'interdit absolument... il y en a quelques-uns des interdits qui sont pour universels, mais on ne va pas dire qu'on va pouvoir être dans quelque chose qui est toujours
compris dans tous les cadres. Il y a vraiment des choses qui sont selon les familles, selon ce qui se passe dans chaque famille, selon comment on est, comment est-ce qu'on est en tant qu'individu. Et être au clair avec ça, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme règle et comme positionnement par rapport à ces enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui sont prédéfinies, hein. C'est à vous d'être surtout à l'écoute aussi de ce que vous pouvez trouver acceptable ou inacceptable. Et on n'a pas le même seuil de tolérance tous, hein. Donc il n'y a pas quelque chose qui serait bien ou qui ne serait pas bien. Ce serait vraiment d'être au clair sur soi, ce que nous on considère comme possible ou pas pour nous. Vous pouvez vraiment utiliser vos émotions là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, quand vous ressentez de la colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu effracter vos limites, que vous entendez comme étant acceptable ou inacceptable. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. C'est un fait. Voilà, je ne supporte pas qu'on foute dans mon sac à main. C'est comme ça, je suis comme ça. Peut-être qu'une autre personne supportera qu'on foute dans son sac à main. Mais moi, c'est inacceptable. Donc, je donnerai la règle à mes enfants de « on ne fout pas dans mon sac à main ». Je ne veux pas qu'on rentre dans ma chambre, parce que c'est ma chambre, c'est important pour moi, et ce sera comme ça. Et il n'y a pas de jugement à porter sur ce que vous ressentez comme étant vraiment quelque chose qui vous porte à l'intérieur de vous. C'est vos émotions qui vont vraiment pouvoir vous dire voilà, moi j'ai besoin de ça pour être bien dans ma maison. Et la plupart du temps, si on essaye de passer outre en fait cette directive-là, et bien on va se retrouver avec de la frustration, de la colère, et on va exploser à un moment donné sur ses enfants, sur un truc peut-être complètement bête, mais parce qu'à un moment donné, on a nous aussi passé au-delà de nos propres besoins et de nos propres émotions. On ne s'est pas écouté, et donc à un moment donné, comme les émotions ressortent toujours, ça va ressortir à un moment donné où l'enfant ne va pas pouvoir comprendre quelle est notre émotion. Et c'est vrai que ce qui va être important, c'est que ce soit porté vraiment par votre émotion. Enfin, n'ayez pas peur de vos émotions quand vous êtes en colère parce que votre enfant a touché dans votre sac à main et ça vous a mis en colère. Vous n'allez pas lui répondre de manière violente, mais vous allez lui faire comprendre que vraiment ça, c'est un truc qui est à l'intérieur de vous, c'est pas possible, c'est pas un truc qui est sorti d'un règlement, on n'a pas le droit de toucher au sac de sa maman. Non, c'est un truc qui vous tient à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est vrai que les enfants vont vraiment percevoir la différence entre une règle qui semble un peu bête et méchante ou qui n'est pas portée par notre sentiment, et une règle qui fait vraiment appel à ce que l'on ressent. Parce que vu que nous, on va vous proposer de faire appel à cela chez vos enfants, c'est-à-dire que vous allez voir leurs besoins, vous allez voir leurs émotions, on a dit qu'on est dans la coopération et dans une relation horizontale. Donc ça veut dire que vous aussi, il faut que vous soyez au clair sur vos émotions et vos besoins, parce que l'enfant va penser que si vous l'acceptez chez lui, vous êtes aussi dans cette relation-là avec lui. Et c'est vrai que la plupart du temps, l'adulte essaye de prendre sur lui le maximum pour que on puisse, c'est quand même un enfant, donc on va pas lui montrer nos émotions comme ça. Alors bien sûr qu'on va pas être agressif, on va pas être violent dans l'expression de ses émotions, mais on va quand même lui montrer que là, on a une émotion. C'est-à-dire que ne pas traverser la rue, si à un moment donné vous avez vraiment eu peur pour lui, ce sera très différent s'il ressent la peur que vous avez dans cette situation-là, que si vous donnez une règle comme ça qui n'est pas contextualisée. L'exemple du sac, et vous faites quoi alors si l'enfant réitère sur le sac ? Je sais que ça paraît très bisounours, mais moi je sais que la seule chose dont j'ai besoin, c'est de le regarder dans les yeux et de lui dire de manière très ferme « Je ne veux pas que tu touches à mon sac à main ». Et je vous promets que en le portant de la façon, en disant vraiment « Voilà, moi ça c'est vraiment mon ressenti et ça n'est pas possible que tu fasses ça », la plupart du temps, ça marche. Moi, je sais qu'il y a des parents qui ont été extrêmement étonnés dans mon cabinet, parce que je donne les règles en entrant dans le cabinet. Voilà, t'as le droit de ça, toi, t'as pas le droit de ça. Moi, je lui dis comment je veux que ça fonctionne. Et je lui dis, moi, je ne veux pas que tu viennes de mon côté du bureau. Parce que mon côté du bureau, pour moi, ce serait trop agressif de venir dans cet espace-là. Je veux que tu restes là. Et donc, j'ai des enfants très, très dans les limites, qui vont se mettre à la limite que j'ai montrée, avec la main. Et ils vont être à la porte de mon bureau, vraiment, qui vont me dire « J'avais quelque chose à te dire ». Enfin, voilà. Et en fait,
La plupart du temps, ils ne passent pas cette limite-là. J'en ai eu quelques-uns qui ont essayé. Je l'ai reconduit de l'autre côté de la limite et je lui ai dit non, je veux pas que tu passes la limite. Ça a plutôt bien marché. Je pense que c'est aussi l'habitude de savoir observer ses émotions et d'être extrêmement ferme dans la manière dont on dit les choses. C'est-à-dire qu'il faut incarner ce qu'on dit. Quand on dit quelque chose, il faut vraiment en être persuadé. Il faut vraiment porter ce message-là. Hein. Si on dit bah non, touche pas dans mon sac à main, mais que du coup on va s'énerver, on n'écoute pas les gens qui râlent, qui s'énervent ou qui crient. Hein. Alors que si on est convaincu soi-même du truc et on n'a pas 150 règles, hein, oui, mais on en a quelques-unes sur lesquelles on est ferme, l'enfant sent qu'on est ferme. Qui viennent tester, c'est normal, c'est même signe de bonne santé psychique. Hein. S'il n'essayait pas de tester le cadre hein, ou de tester les limites, ce serait inquiétant. Hein. Par contre, effectivement, dans la manière hein, de transmettre le message, l'enfant, il doit sentir que vous êtes au clair avec ça. Que si vous dites non, vous pensez pas oui. Et souvent, on dit non, et puis on pense oui en disant « Oh, bah, de toute façon, il va pas m'écouter. » Donc, en fait, l'enfant, il l'entend, ça, ce message-là. 10 règles rouges maximum, parce que, en fait, sinon, après, c'est énorme, en fait, à retenir. Et en fait, toutes les autres règles, elles sont oranges. Donc, ça veut dire qu'on est dans la négociation un petit peu. Vous allez tous être d'accord qu'on s'attache à l'arrière. Il n'y a pas de règles, enfin, on ne déroge pas à cette règle-là. C'est une règle absolue de sécurité routière, et donc, voilà, il n'y a pas de possibilité de déroger. Donne la main pour traverser. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment des règles très basiques hein, de sécurité absolue. Il y a vraiment des règles sur lesquelles on peut être dans une fermeté absolue, mais il y en a à peu près une dizaine. Et déjà, il faut les faire respecter, hein. Faut les incarner, hein, celles-là. Mais on ne peut pas poser une règle à un enfant si on n'est pas convaincu qu'on tiendra ce cadre-là. Parce oui, qu'on perd en crédibilité, en fait. Hein. Et du coup, notre message n'est absolument pas entendu parce que pas fiable. Oui, elle m'a dit non, mais bon, elle va râler et puis je vais obtenir ce que je veux. Hein. Et c'est ça, est-ce que je réponds à mes propres besoins d'adulte? C'est d'abord le prendre soin de soi pour prendre soin des autres. On ne peut pas prendre soin de l'enfant, on ne peut pas accompagner l'enfant correctement si déjà soi-même on n'est pas au clair avec ce qu'on ressent. Soi-même en tant qu'adulte, c'est déjà pas facile hein, d'être au clair avec ses propres émotions. Alors vous imaginez bien hein, quand on accompagne un enfant quand on est parent, c'est double peine, hein, c'est-à-dire qu'il faut être clair avec ses propres émotions et en plus être en mesure d'accompagner les émotions de l'autre. Hein. Donc ça en passe d'abord par soi pour après accueillir l'autre. Si soi-même on est hyper énervé, on ne peut pas apaiser un enfant. Si soi-même on est effrayé, on ne peut pas rassurer un enfant qui est inquiet ou qui est angoissé. C'est avec cette voix-là qu'on répond fermement, avec la même intonation. On vous dit qu'il ne faut pas être en colère, on est dans la douceur comme ça. Ah non, c'est pas il ne faut pas être en colère. Que vous soyez en colère après votre enfant qui a essayé de fouiller dans votre sac à main alors que vous n'aimez pas ça, c'est normal de ressentir de la colère. Hein. Et heureusement d'ailleurs que les enfants sont élevés par des êtres humains et pas par des robots. Hein. Parce que nous, en tant qu'adultes, eh bien, on a nos failles, on est imparfait, et donc c'est tant mieux pour les enfants. Comme ça, quand ils se construisent, ils se rendent compte que même les adultes, ils ne savent pas tout. Et que même les adultes, ils peuvent se tromper, et que les adultes ont la possibilité de s'excuser, de dire « moi je sais pas ça, mais c'est normal, on sait pas tout, je vais aller chercher hein, pour connaître la réponse ». Donc c'est plutôt intéressant, hein. C'est indispensable hein, pour une bonne santé psychique, que ce soit des adultes remplis d'émotions hein, et de langage qui élèvent des enfants. Donc que vous soyez en colère, c'est quelque chose qui est légitime. J'aime pas le mot normal, mais alors, il faut la... C'est entre la colère et la violence qui est confondue. C'est-à-dire qu'on répond souvent à la colère de manière violente, dans un geste ou dans une parole qui va être blessante ou quelque chose comme ça. Moi, je dirais que pas forcément on a besoin de se mettre vraiment en colère, mais les enfants ont besoin de sentir qu'on est en colère. Ils voient notre dragon. Alors, moi, c'est comme ça que je l'appelle, la colère. Et quand ils savent que le dragon il sort, ça veut dire stop. C'est même pas possible de continuer. Parce que là, le dragon il va sortir. Une fois qu'ils ont vu le dragon, ils savent que la prochaine fois que le dragon va sortir, on va peut-être s'arrêter. Là, elle commence vraiment à plus supporter. Donc, faut s'arrêter. C'est vraiment la différence entre ressentir de la colère et balancer sa colère sur l'autre. Vous voyez hein, cette différence-là, hein, le fait de ressentir de la colère, c'est pas la même chose que renvoyer sa colère en pleine figure à l'autre d'une manière dévalorisante, blessante et agressive.
C'est vrai que moi, quand je présente les règles du cabinet, déjà c'est la première fois qu'ils arrivent et donc ils sont un petit peu quand même impressionnés. Et donc, quand je présente les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Enfin, je pense qu'ils l'ont très bien compris. La plupart du temps, et tu me demandes à moi si tu as besoin d'une feuille pour faire un dessin. Parce que c'est comme ça, me permet de voir aussi s'ils vont aller quand même voir leurs parents pour demander ou s'ils vont vraiment venir me demander à moi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de je sais quel est mon cadre et voilà comment je vais le poser. Mais vous pouvez le poser de la même façon à vos enfants à la maison. C'est-à-dire que c'est vraiment possible de savoir quelles sont les règles de la maison et voilà comment ça va se passer. Après, on peut les discuter. Ça dépend de l'âge de vos enfants. Quel âge ils ont pour savoir s'il faut le discuter avec eux ou pas. S'ils ont moins de 5 ans, c'est quand même la plupart du temps les parents qui vont poser le cadre. À partir de 5, 6, 7 ans, là, on va pouvoir commencer à pouvoir poser un cadre avec eux. Mais le cadre général, c'est quand même vous. Vos besoins, vos ressentis, vos émotions. L'objectif, c'est aussi qu'il n'y ait pas de réponse toute faite et il faut s'adapter à l'enfant à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où si l'enfant est vraiment trop en crise, c'est pas le moment, par exemple, de poser des mots ou de remettre, par exemple, justement les règles. On ne va pas les poser quand l'enfant est en crise, on va attendre à un autre moment. Dans les outils, donc, pour gérer les émotions encore, qui vont être en lien avec les 7 questions que je vous ai présentées tout à l'heure. La première, moi qui me semble hyper importante, c'est qu'on oublie tout le temps, même moi, c'est le temps de pause. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui fait un comportement inadapté, qui a exprimé une émotion qui était débordante. D'abord, la plupart du temps, elle va nous contaminer. C'est-à-dire que nous aussi, on va ressentir cette émotion. Ou alors, il va nous faire ressentir une autre émotion. Prendre un temps de pause où on va mettre l'enfant à distance de nous et nous calmer, et que l'enfant puisse aussi se calmer, ça va nous permettre de pouvoir aller après dans l'accompagnement de l'émotion sans qu'on soit dans la réaction émotionnelle, sans qu'on soit dans quelque chose de que tu disais tout à l'heure, on rebalance la colère d'un coup comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important, mais on oublie très souvent cette première étape du temps de pause. C'est-à-dire, on souffle. C'est ça le temps de pause. On va boire un verre d'eau, on va manger un chocolat. On laisse passer l'émotion, et puis après, on accompagne l'enfant. On change de pièce. Mais sortir de la pièce, c'est un truc inimaginable. On ne trouve plus les portes. Quand on est en colère, on est obligé de rester collé à la situation, mais on ne voit même plus qu'il y a la porte, c'est juste prends la porte. Alors, on vous a proposé aussi quelques activités de retour au calme. Donc ça va être par exemple quelques postures de yoga, ça va être de faire un instant zen, ça va être de faire la vague. Alors tout ça, c'est des choses qu'on va apprendre à l'enfant en dehors de la situation émotionnelle. Ça va vraiment être, voilà ce que tu peux faire toi pour revenir au calme. Moi, je vais proposer aussi régulièrement aux enfants d'aller taper sur un coussin. Alors le coussin de la colère, c'est bien, on part d'en haut et on va vers le bas, parce que quand on fait comme ça, on n'ouvre pas la cage thoracique, donc on ne prend pas de l'air, parce qu'on est toujours sur prendre de l'air, prendre une pause. Ça va être aussi pouvoir jeter des balles par terre, ça va être faire un dessin et le froisser, enfin voilà, tout ce qui va pouvoir permettre de revenir au calme et qui soit une expression ok pour toute la famille de l'émotion. Moi je sais qu'il y avait un enfant qui prenait toutes ses pluches et qui jetait tout par terre. Moi personnellement, jeter des pluches, j'étais pas hyper pour, mais je me suis dit, bon, ça marche pour cet enfant-là, voilà, pourquoi pas en fait, avancer sur ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on va essayer de trouver vraiment une manière ok d'exprimer sa colère. Ou ça va être aussi taper du pied. Alors, moi j'ai été convoquée par la maîtresse parce que mon fils n'arrêtait pas de taper du pied quand il était en colère. Je lui ai dit, oui, je lui ai appris que quand il était en colère, il avait le droit de taper des pieds. Et puis la maîtresse n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Donc on a recherché une autre solution pour qu'il puisse exprimer sa colère. Mais voilà, il tapait ni les autres enfants, ni quoi que ce soit, il tapait des pieds. Mais ça lui semblait déjà être un peu trop, peut-être violent, enfin je sais pas. Voilà. Donc elle n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Donc on a recherché une autre solution pour pouvoir exprimer sa colère. Mais c'est vrai que ça va être chaque famille qui va trouver son expression de la colère. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que la colère, elle sorte. Donc l'étape, ça va vraiment être ce retour au calme, c'est permettre à la colère de sortir.
Parce que si elle reste à l'intérieur de soi, elle va juste se transformer en une réaction émotionnelle excessive, elle n'a plus lieu d'être. Elle est venue pour dire « je ne suis pas d'accord ». L'enfant s'est senti blessé dans son intériorité. Alors maintenant, comment est-ce qu'il peut faire avec cette émotion de la colère pour la faire sortir de son corps? Et après, on va pouvoir réfléchir à la situation qui l'a mis dans cet état-là. C'est vraiment cette étape-là en premier. C'est de trouver un moyen, peu importe lequel, c'est quelque chose qu'on imagine avec l'enfant, qui soit respectueuse de soi et respectueuse de l'autre, de manière à ce que la colère, elle puisse passer. Les adultes, d'ailleurs, qui sont sportifs, ils vont dire, tiens, je vais aller faire un footing, je vais aller courir. Ils prennent leur basket, ils vont aller courir une demi-heure. Et puis, après, ils sont beaucoup plus zen. Donc, peu importe le moyen, à partir du moment où c'est respectueux de soi et de respectueux de l'autre, il faut que ce soit mis en place, que l'adulte le mette en place pour soi et que l'enfant trouve une solution aussi pour lui. Et c'est vrai que très très souvent on entend va faire 3 fois le tour du jardin. Voilà, là on est vraiment dans va taper dans ton ballon de foot. Voilà. Alors après c'est mieux que ce soit l'enfant qui trouve sa manière de revenir au calme, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit quand même corporel, parce que l'émotion c'est corporel, donc il faut que ça s'en aille de manière corporelle. Écouter vraiment l'enfant et valider ce qu'il ressent. Que dit-il? Et bien, on va essayer là d'enlever toutes nos interprétations, c'est-à-dire vraiment écouter de manière la plus objective possible quel est le vécu de l'enfant et quel que soit son ressenti et son vécu, on va le valider. Ça, c'est vraiment important pour que l'enfant puisse passer à autre chose, c'est qu'il se sente reconnu dans ce qu'il est en train de dire. Ça ne veut pas dire qu'on est OK, ça veut juste dire qu'on est d'accord avec ce qu'il a ressenti. On n'est pas forcément d'accord avec la situation, mais on est d'accord avec ce qu'il a ressenti. Tu as ressenti de la colère, d'accord, tu as ressenti de la colère. Bon, après on va s'expliquer pourquoi est-ce que tu as ressenti de la colère et pourquoi est-ce que moi j'ai réagi comme ça, etc. Mais au début d'abord, d'accord. Pas besoin de lui prouver par A plus B qu'il n'a aucune raison d'être en colère. Si à ce moment-là précis, il ressent de la colère, de la frustration, c'est que c'est vrai pour lui sur un point émotionnel. Un autre outil qui peut être intéressant pour augmenter son champ lexical des émotions, ça va être une liste des émotions. Donc là, on vous a proposé la fiche « Je me sens ». Il est gêné, il est déçu, il se sent coupable, ils sont surpris, ils sont inquiets, humiliés, fatigués, jaloux. On va vraiment utiliser d'autres choses que les 5 émotions de base. Et c'est tous des mots qu'on connaît, mais qu'en fait, on utilise très peu. La roue des émotions avant, ça va être aussi... Donc là, on va reprendre juste les émotions de base pour commencer. C'est-à-dire que si l'enfant a un petit peu de mal à le mettre en mots, il peut aussi aller pointer sur la roue des émotions, l'émotion qu'il ressent. Et après, on peut aussi, libre à vous, d'en mettre plus sur la roue des émotions, de la faire plus importante que ça. Et ça va peut-être parfois, surtout sur les petits, aider à pouvoir qualifier son émotion. Il va avoir il y a les couleurs, etc. Et donc ça va lui permettre aussi de reconnaître l'émotion qu'il a en lui. Les mots pour accompagner l'enfant, c'est souvent des choses qu'on vous a proposées parce que des fois on se sent un petit peu démuni face aux mots qu'on pourrait utiliser. Et que souvent, le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on est un adulte avec un cerveau d'adulte, c'est de dire « Mais pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as ressenti ça ?» Donc en termes d'accompagnement de l'émotion, il faut bannir le pourquoi, parce que vous avez déjà dû tous faire cette expérience-là. En réponse, vous avez un « je sais pas ». Alors ça énerve encore plus, mais comment ça, tu sais pas, on voit bien que ça génère encore plus d'agacement de la part de l'adulte. Et souvent, l'enfant, réellement, il sait pas, parce que c'est souvent des processus inconscients, et il n'a pas conscience vraiment de pouvoir mettre des mots sur réellement ce qu'il ressent. Donc l'idée de l'adulte, c'est de l'accompagner pour l'aider à ce qu'il puisse mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc au lieu de lui demander pourquoi, on peut lui demander comment puis-je t'aider ? Qu'est-ce que tu imagines comme solution ? Qu'est-ce que ça te fait ça quand tu as fait ça ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Comment tu comprends là la situation ? Ou alors, si on ne peut pas le questionner parce que vous sentez que le questionnement c'est pas quelque chose qui est adapté à l'enfant en question, vous pouvez commencer vos phrases par « Je vois bien que c'est dur pour toi, tu te sens triste à l'idée de… » Donc là on fait des suppositions, puis on voit, on teste, voir ce qui correspond vraiment à l'enfant. Ça, par exemple, je disais à Elodie que moi, avec ma fille, c'est hors de propos. Si je fais une qualification de son émotion, ça la rend hystérique. Donc, c'est même pas la peine de commencer à pouvoir poser une qualification. Donc, il faut vraiment voir aussi qu'est-ce que l'enfant en face supporte
comme façon de faire. Parce que l'interprétation, ça peut être violent, ça peut être pas du tout ce qu'elle avait ressenti, donc lui proposer une émotion, mais pas du tout maman, t'y es pas du tout, donc voilà, il faut aussi voir la réaction de l'enfant. Tout ça, tous ces outils-là là, qu'on essaye de vous exposer là rapidement, il n'y a strictement rien de magique en fait dans tous ces outils-là. L'idée, c'est vraiment de voir quel outil vous parle, vous correspond, et qu'est-ce qui peut fonctionner dans la relation que vous avez avec l'enfant. C'est-à-dire que si on prend par exemple la roue des émotions, alors pour certains enfants c'est super, ça marche, et d'autres, ça ne va pas du tout les intéresser. Le coussin de la colère, pour certains, c'est super, d'autres vont pas être intéressés. Donc l'idée, c'est d'avoir suffisamment d'outils et d'idées pour construire avec l'enfant ce qu'il y a de plus adapté avec l'enfant. Il y a la communication non violente. Alors je sais pas si... je sais qu'une conférence a déjà été faite ici sur la communication non violente. Alors Rosenberg a énormément travaillé sur le sujet. Rosenberg est docteur en psychologie et fondateur du Centre pour la communication non violente. Pour communiquer avec un enfant avec bienveillance et fermeté, il est possible de suivre les étapes qui ont été élaborées par Rosenberg, sachant que là, on l'a fait sous la forme d'un bonhomme. Alors, c'est un petit bonhomme que j'ai fabriqué ici, parce que c'est des fois plus ludique. Rosenberg l'a fait, bien sûr, vous regarderez dans son bouquin, c'est un tableau, c'est quelque chose de très théorique. Donc, quand on est avec des enfants, ça ne fonctionne pas, les tableaux théoriques. Donc, sous la forme d'un schéma, c'est quelque chose qui est des fois beaucoup plus facile, déjà pour nous, adultes, à retenir, sur les différentes étapes, et puis à transmettre à l'enfant. Donc ça, en termes de communication, c'est intéressant de l'utiliser soi-même en tant qu'adulte, pour poser les limites à son enfant, mais ça peut être aussi intéressant d'apprendre à l'enfant à communiquer comme ça. C'est-à-dire qu'on s'oblige, c'est les étapes du message « je », on s'oblige à commencer ses phrases par « je ». C'est-à-dire qu'on parle de soi. On exprime et on explique à l'autre ce qu'il en est de soi. Ça sous-entend d'être d'abord au clair avec ce qu'on ressent, ce qu'il en est de notre émotion et ce qu'il en est de nos propres besoins. Et d'être au clair sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut pas. Donc c'est d'abord un vrai travail sur soi. Et quand on est au clair avec soi, dans la communication à l'autre, on peut être clair. Quand on n'est pas au clair avec soi, c'est-à-dire qu'on dit non mais on pense oui, on n'est pas au clair avec soi-même, forcément on envoie un double message à l'enfant et on n'est absolument pas clair. Donc le message je, on reprend la scène, on repositionne le contexte, on explique à l'autre ce qu'il en est de son ressenti. Donc c'est d'abord la tête, on commence par reposer le cadre de ce qui s'est passé, on descend, on en passe par le cœur. C'est-à-dire qu'on dit à l'autre ce qu'il en est de nos émotions, ce qu'il en est de ce qu'on ressent. On ne peut pas en passer par c'est évident, il m'a blessé, c'est évident. Non, ce qui est évident pour nous n'est pas évident pour l'autre. C'est toute la difficulté d'être dans la relation à l'autre, c'est qu'on n'a pas toute la même définition de ce que c'est qu'évident. Et que des fois, on peut se dire, mais c'est logique. Oui, peut-être que c'est logique pour nous, mais l'autre, en fait, en face, il n'a rien compris. Donc, on se doit d'en passer par le fait d'exprimer à l'autre ce qu'il en est de ce que, voilà comment je me suis sentie à ce moment-là. On descend au ventre, donc ça c'est les besoins. Moi j'ai besoin de ça. On n'est pas dans le tu, dans le tu qui est agressif, tu n'as pas fait ça, tu aurais dû faire ça, etc. Où là on est sur quelque chose qui peut être violent sous la forme d'un reproche et d'une agressivité. À partir du moment où on s'oblige à commencer ces phrases par jeu, on parle de soi. Donc on n'est pas violent, on n'est pas agressif, on n'est pas dévalorisant, on n'est pas accusateur vis-à-vis de l'autre. Et on en finit par les jambes, c'est-à-dire qu'on passe à l'acte, on y va. Une fois qu'on est au clair sur ce qu'on ressent, ce qu'il en est de nos besoins, eh bien on explique à l'autre. Je te demande de faire tes devoirs avant d'allumer la télé. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est clair. On peut en passer par l'écrit, c'est-à-dire qu'on met une petite note. Au lieu de répéter 15 fois la même chose, au lieu de dire à sa fille qui a des grands et longs cheveux, tes cheveux c'est dans la poubelle, tes cheveux c'est pas dans l'évier, où là on risque d'être irrité et agacé avec ce sentiment-là de répéter tous les jours la même chose. Là, sur l'exemple, c'est au secours, les cheveux dans mon tuyau me rendent malade, gloups, ton évier bouché. Donc là, on voit bien que le message, il est clair.
pose le cadre à son enfant, mais d'une manière ludique. On met là une touche d'humour qui fait qu'on n'a pas de violence et d'agressivité. Également, les enfants qui sont en train de jouer et qui sont trop jeunes pour savoir lire, au lieu de s'énerver en disant « Ah, mais ça fait la 15e fois que je vous dis de ranger vos jeux », avec cet agacement d'être dans cette forme de répétition, là, du coup, la maman décide d'envoyer un avion, et donc les enfants prennent l'avion, ils regardent, et ce qui fait que c'est une manière de poser la limite sans en passer par quelque chose qui serait agressif. Donc l'écrit marche très bien, c'est le principe des post-it, du petit mot qui peut être collé effectivement sur la table, sur la télé, etc. Toujours dans cette communication non violente, on peut en passer par le fait de dire juste un mot. Au lieu de faire une longue tirade qui serait dévalorisante sur le fait qu'il faut toujours répéter les mêmes choses, qu'on en a marre, qu'il faut qu'ils apprennent parce qu'ils l'ont encore pas fait, alors que tous les jours on leur dit on s'essouffle à répéter toujours les mêmes choses, et puis l'enfant là reçoit un message vraiment qui n'est pas là de l'ordre de la non-violence et de la bienveillance et du respect des émotions. On peut en passer par juste un mot. Votre pyjama. Bon, c'est quand même plus agréable à entendre que vous avez encore pas mis vos pyjamas alors que tous les soirs vous savez que vous devez mettre l'adulte qui j'en vois certains qui rigolent parce que vous en êtes toutes passé par là où on fait de longues phrases alors qu'on perd complètement en efficacité quoi. Un mot, tac, c'est efficace, l'enfant il entend et il n'y a pas de notion d'agressivité là-dedans. Pareil, l'enfant en prise avec ses responsabilités et son autonomie a encore oublié de sortir le chien alors qu'il s'était engagé à s'occuper du chien. Au lieu de faire une longue tirade sur le fait que et blablabla, parce que l'enfant c'est ça qu'il entend, on lui dit juste Lucas, le chien, voilà. Il comprend ce que ça veut dire et ce que ça sous-entend. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. On peut en passer par, évidemment, les encouragements. C'est-à-dire qu'on vient donner du courage à l'enfant. À partir du moment où on est en mesure de pointer le négatif, il faut aussi être en mesure de pointer le positif. Mais tu vas y arriver. Réessaye. L'enfant doit voir dans votre regard que vraiment vous croyez en lui, quoi. Que c'est pas juste de la poudre aux yeux là que vous lui balancez, mais que réellement vous êtes persuadé qu'il est capable d'y arriver. Il va peut-être mettre plus de temps, il va peut-être galérer, il va peut-être apprendre comme ça à devenir persévérant, mais il doit lire sur votre visage et dans votre langage que vous croyez en lui, vous savez qu'il est capable de faire. Ce qui effectivement le rassure, vient mettre en lumière ses compétences, ce qui lui permet de développer une bonne estime de lui-même et effectivement de croire en lui. Il y a également la communication non verbale, c'est-à-dire qu'on peut transmettre un message à un enfant sans en passer par des mots, juste en passant par des gestes d'affection. Des fois, il suffit d'un regard, d'un petit sourire, d'une petite caresse là sur la joue, d'une petite main dans le dos. Des fois, il suffit de petites choses comme ça, ou d'un petit clin d'œil, si vous allez le regarder sur son terrain de foot ou sur son terrain de basket ou à la gym. Des fois, c'est juste le petit clin d'œil, le petit sourire, le petit quelque chose qui vient que en fait, dans la relation, la relation, elle est fiable, quoi. C'est une relation de confiance qui est basée sur le respect, et dans cette relation-là, on ressent que l'autre, il croit en nous, et il sait qu'on est capable d'y arriver. Et des fois, on n'a pas besoin de s'énerver. Quand l'enfant connaît bien le cadre, il peut voir des fois juste à notre tête que là, c'est pas possible. Ou des fois, juste quand l'enfant nous connaît, quand il a bien intégré les règles, et évidemment il essaye quand même de tester le cadre, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, Des fois juste à notre regard, à notre visage, à notre manière de faire l'enfant, là on lui transmet un message, mais qui n'est pas agressif, on ne lui renvoie pas quelque chose de dévalorisant. Un autre outil que moi j'affectionne particulièrement, c'est les routines. Ça va vraiment être du comportement attendu de l'enfant le soir ou le matin. Donc là, je vous ai donné l'exemple du soir. Donc, par exemple, là, ça va être, en rentrant le soir, tu enlèves ton manteau et tes chaussures.
Après, tu as le droit de regarder 2 dessins animés. Après, on lave ses mains et on mange son goûter. Après, on joue. Après, on range le salon. Après, on prend sa douche. Après, on regarde 2 dessins animés. Après, on se relave les mains. On vient manger. On met son pyjama. On se brosse les dents. On prépare ses habits pour le lendemain. On lit 2 histoires. On fait un massage. On écoute 2 chansons. Et on dort. Voilà. C'est un exemple de routine. Et en fait, ce qui va être vraiment le bénéfice de la routine, c'est qu'il n'y a plus de commandement du parent, parce que l'enfant peut le ressentir comme étant quelque chose de complètement arbitraire. Même si ça arrive tous les soirs, il le ressentirait comme quelque chose de complètement arbitraire. Et donc, on va laisser la routine faire, lui, le juge de ce qu'on doit faire à ce moment-là. Parce qu'on s'est mis d'accord sur cette routine-là. On l'a discuté ensemble en famille. Et donc, après, qu'est-ce qui est marqué sur la routine après ? Ah bah oui, je prépare mes habits. Donc, il n'y a pas à discuter de ce qu'on va faire maintenant. C'est noté. On a fait un contrat avec la famille. Et donc, un autre outil qui peut être intéressant lorsqu'on a besoin de prendre un temps particulier avec les enfants, c'est de différer peut-être les demandes des enfants qui pourraient être je voudrais là maintenant tout de suite. Mais non, c'est pas possible là maintenant tout de suite que je fasse ça avec toi. Mais on va prendre un temps toutes les deux ou tous les deux pour faire quelque chose ensemble. Ça va être par exemple, là ce matin, j'ai pas le temps de te mettre ton vernis, mais ce soir quand on rentre de l'école, on pourra prendre un temps tous les deux pour mettre le vernis. Ou ça va être, j'ai pas le temps de t'emmener au parc, mais on prendra un temps ce week-end et on prendra un temps que tous les deux pour aller au parc et pour jouer au foot. L'idée, c'est de pouvoir aussi être dans une recherche de solutions. Pas de crise, pas de cri. Pour régler un conflit, on apprend à l'enfant qu'on peut réfléchir, on peut écouter, on peut recommencer, on peut attendre son tour, on peut tirer au sort, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. 2 enfants en désaccord, écoutez, vous savez pas qui va prendre sa douche en premier, vous tirez au sort et puis celui qui gagne, il prend sa douche en premier, ou un shifumi. Ce sont des petites choses comme ça qui permettent aussi à l'enfant de trouver par eux-mêmes leur propre solution. Je l'ai testé hier, moi, le shifumi, 2 enfants qui voulaient être passés devant pour être le premier à tenir la crosse de hockey. Écoutez les gars, vous faites un shifumi, hop, shifumi. Et je crois qu'ils étaient tellement surpris de cette proposition-là, parce que d'habitude, l'adulte dit, écoutez, vous repassez derrière, etc. Là, il y a un sentiment de frustration. Tellement surpris de cette proposition-là que tac, shifumi, et puis en 2 secondes, le conflit était réglé. C'est-à-dire que c'est de les amener à trouver par eux-mêmes leur propre solution. Et ça, c'est des outils qu'on a besoin de toute sa vie. Parce que quand on grandit, on a forcément, on peut être en conflit avec ses collègues de travail, on n'est pas toujours en accord avec tout le monde. Donc c'est des choses qui sont intéressantes à avoir comme bagage, comme outil psychique pour savoir et apprendre et trouver des solutions pour régler des conflits. Alors forcément avec ses collègues de bureau, on va pas faire un shifumi, mais on va le faire différemment, Mais en tout cas, on va être dans cette logique-là on a un problème, on se pose, on réfléchit, on trouve des solutions. C'est le principe de ce que là on a appelé le remue-ménage, c'est-à-dire on se pose, on parle du problème, chacun expose ses idées, expose son besoin, son ressenti. L'adulte le fait, l'enfant le fait. On ne se coupe pas la parole, c'est chacun expose son point de vue et la liste des idées, même les plus farfelues possibles et inimaginables. Et puis à la fin, on trouve un terrain d'entente. On trouve une solution à notre problème qui corresponde vraiment aux 2 parties. Dans cette recherche de solution, c'est également le principe des choix limités. Pour se sentir autonome, responsable, pour avoir le sentiment d'avoir de la valeur et pour développer les différentes compétences psychosociales. On l'a dit tout à l'heure, une des compétences, c'est de savoir prendre des décisions. L'adulte peut permettre à l'enfant de choisir. Alors attention, choisir, on n'est pas dans le « fais ce que tu veux ». Surtout pas, parce que là, on en perd la part indispensable qui est que l'enfant doit grandir dans un cadre. Donc c'est vraiment le cadre posé par l'adulte. Et en fonction de l'âge de l'enfant, plus l'enfant est vieux, plus il a de possibilités, plus il est petit, moins il a de choix.
Chez un enfant plus jeune, ça va être par exemple le fait que l'adulte décide qu'il doit prendre un yaourt au dessert. Par contre, tu peux choisir, est-ce que tu veux un yaourt à la fraise ou est-ce que tu veux un yaourt à la banane? Le choix, il est limité. Un choix trop grand vient créer de l'insécurité. Donc là, on viendrait générer vraiment tout l'inverse de ce qu'on veut. Hein. Donc plus l'enfant est petit, plus le choix est limité. Il fait froid, on est obligé de mettre un pull. Est-ce que tu veux ton pull rose ou ton pull violet? Le cadre, il est posé par l'adulte et l'enfant a cette possibilité-là d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à faire des choix, de prendre des décisions. Plus il sera acteur, moins il aura le sentiment d'impuissance, plus il sera autonome, moins il y aura de conflit. Ça vient résumer tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. L'autre outil, c'est le fait de faire l'expérience des conséquences de ses choix. Pour être autonome, pour être responsable, pour bien grandir et devenir un adulte qui a le sens des responsabilités et qui est autonome, on a besoin d'apprendre à assumer. C'est-à-dire que si l'enfant a décidé quelque chose, il reste sur sa bêtise, ok, il assume. Par exemple, vous avez bien expliqué les règles du jeu, c'est-à-dire le linge sale dans la panier sera lavé. Le linge sale qui traîne par terre ou qui est laissé sur un bord de canapé, etc., ne sera pas lavé. Il faut vraiment, pour que l'expérience des conséquences de ces choix soit possible, il faut d'abord que l'adulte ait bien expliqué le cadre. On explique le cadre, on explique les règles du jeu. La règle, elle est simple, le linge qui n'est pas dans le bac à linge sale ne sera pas lavé. Il a mis son t-shirt de foot préféré par terre, il va à son entraînement. Il n'a pas son super t-shirt de foot. C'est-à-dire que vous ne dites pas, bon d'accord, vite, je vais te le laver. Non, tu as choisi de ne pas le mettre dans la panière à linge sale alors que tu savais que le linge sale, pour être propre, il faut qu'il en passe par la panière. Tu assumes le fait d'aller à ton match de foot sans avoir ton t-shirt préféré. On le dit, on le fait. On assume. Sinon, on perd toute crédibilité. Si on joue si on met sa cape là de super maman héroïne et vite, on va le laver là dans l'évier en 2 secondes pour vraiment lui faire plaisir et on sort son sèche-cheveux pour le sécher pour que vite il ait bien son t-shirt. Là, on va à l'encontre du cadre qu'on a posé à l'enfant et donc du coup, on perd toute crédibilité. Et donc effectivement, à quoi ça sert de s'enquiquiner à mettre son linge sale dans la panière alors qu'on sait que maman elle râle mais elle va le laver quand même. Donc on voit bien que c'est vraiment le fait d'assumer. Un autre exemple, il veut vous emprunter, chez les plus vieux, s'il veut vous emprunter quelque chose, si vous posez la règle du ok je te le prête, par contre je te préviens, t'en prends soin, si il en prend pas soin, la prochaine fois vous lui prêterez plus. Il faut vraiment que la règle du jeu, le cadre soit hyper clair. Et après on va jusqu'au bout. Donc ne faites pas quelque chose ou ne dites pas quelque chose que vous vous sentez pas en mesure de tenir. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être au clair avec soi-même. Si vous ne vous sentez pas en mesure d'aller jusqu'au bout, eh bien, il vaut mieux pas le dire, parce qu'alors là, vous perdez toute crédibilité. Et puis, en dernier outil, les discussions familiales. Donc, les discussions familiales, ça va être quelque chose que Mersenne a développé aussi dans sa discipline positive. Ça va être de prévoir un temps par semaine pour régler les choses qui n'ont pas pu être réglées tout de suite parce qu'elles avaient besoin d'un temps de réflexion. Ça va être par exemple votre fille qui va vous demander d'avoir de l'argent de poche, mais on va d'abord peut-être en discuter avec son père et on va prendre un petit peu de temps et donc on va l'inscrire à la discussion du dimanche ou de n'importe quel jour quand vous l'avez décidé pour pouvoir décider ensemble est-ce qu'on donne ou pas de l'argent de poche, combien ça va être, etc. Et on va pouvoir aussi en discuter parce que ça va lui permettre aussi de faire son argumentation. Pourquoi elle veut de l'argent de poche? Nous, ça va nous permettre aussi de savoir, tiens, peut-être qu'on avait dit, je veux pas lui donner d'argent de poche. Peut-être qu'on va se dire, en fait, elle commence à avoir 10 ans, c'est peut-être important quand même de commencer à avoir une petite gestion financière. Donc aussi, on va pouvoir avancer sur ce sujet, pas dire une réaction directe, non, pas d'argent de poche. Et en fait, voilà, ça va vraiment être différer la réponse qu'on pourrait apporter de manière automatique pour pouvoir être dans quelque chose de plus
On va conclure. Alors c'est vrai qu'on a été peut-être plus long que ce que nous avions prévu initialement. On s'est laissé un petit peu emporter. Donc voilà, on a essayé de répondre comme on pouvait à cette question-là sur le comment se faire obéir sans crier, sans punir. Une soirée c'est beaucoup trop court pour vous exposer tout ça. Là l'idée c'est que vous puissiez vraiment piocher dans tout ce que vous avez entendu pour voir un petit peu ce qui vous parle le plus. Gardez quand même en tête que tout ce qu'on vient de se dire là, c'est un véritable chemin pour certains adultes, surtout quand on n'a pas été éduqué comme ça. C'est quelque chose qui peut mettre du temps à se mettre en place. Donc en tant qu'adulte, c'est indispensable d'être vraiment bienveillant déjà avec soi-même, c'est-à-dire d'être tolérant avec soi-même et d'être au clair sur le fait que des fois vous n'allez pas y arriver, des fois vous allez peut-être déraper, mais comme on l'a dit, on peut toujours réparer ses erreurs et on peut trouver toujours des solutions. Donc c'est à un moment donné d'essayer de mettre en place tout ça et de se pardonner quand vous n'y arrivez pas en se disant c'est pas grave, je suis humain, je suis pas parfait. Et de venir s'excuser auprès de l'enfant ou de rattraper un peu plus tard, quoi. Le fait d'apprendre à faire autrement, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est vraiment un apprentissage. Oui, en fait, c'est pour rebondir sur ce que vous dites. On a l'impression que ça marche, en fait. Admettons qu'on ait eu l'idée de faire ça et qu'on se retrouve confronté à elle va dans le sac, voilà, malgré un regard, avoir pris la distance sur sa colère ou sa, je sais pas moi, son émotion, et que l'enfant réitère pertinemment. Et on sait que c'est la limite, par exemple le sac, mais c'est comme ça, mais que l'enfant continue à vouloir dépasser les limites en permanence. À chaque fois, on reste sur la même lignée et on se prend des échecs en permanence. Spinoza a écrit un bouquin là-dessus sur le titre, c'est J'ai tout essayé. Et rien que le titre, je trouve, est vraiment intéressant parce que ça montre, ça décrit bien votre question avec ce sentiment-là de se dire mais c'est pas vrai, j'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas. Il faut être persuadé que c'est quelque chose qui réellement fonctionne mais qui peut prendre du temps et qui est difficile. Et de voir aussi à un moment donné quelle est sa propre faille. Qu'est-ce qui fait que l'enfant vient toujours nous attaquer sur notre point faible. Et une fois qu'on vient soigner notre propre faille, l'enfant il sent qu'il n'y a plus de prise, quoi. Alors que s'il sent que ce truc-là vraiment c'est le truc qui nous fait le plus peur ou qui nous agace le plus, forcément il va jouer de ça. Mais pareil, c'est pas d'une manière machiavélique, c'est pas des monstres qui ont décidé de faire de la peine aux adultes, c'est que inconsciemment ils le sentent et ils viennent toucher là où nous on a nos propres failles. Donc c'est important de prendre d'abord soin de soi, de voir un petit peu ce qu'il en est de nos failles, pour après reposer le cadre. Mais c'est long, Donc c'est ça pas rentre pas dans les solutions. Dans l'histoire du coin, ce qui peut être positif, c'est le l'endroit de temps de pause. Voilà, c'est vraiment l'endroit où il peut exprimer sa colère. On peut utiliser un coin de la colère. Mais c'est vrai qu'il faut le définir comme étant cela à l'avance. C'est pas une punition. C'est un endroit où on peut aller réfléchir et on peut aller évacuer sa colère pour revenir et que ce soit positif. Le risque du coin, c'est qu'en fait, ça vienne casser la communication. Et là, le but, c'est vraiment de rester dans la relation à l'enfant, dans la communication avec l'enfant, pour continuer à tisser ce lien de confiance. Et le risque du coin, s'il est utilisé vraiment comme le coin On regarde le mur. c'est ça, on regarde le mur et puis on est puni, etc. Et des fois on est même oublié dans un coin de pièce. Là, du coup, on va à l'encontre de cet accompagnement où on vient aider l'enfant à comprendre quelque chose de son émotion et de son besoin. Mais comme on disait tout à l'heure aussi, on est vraiment dans des situations éducatives ordinaires. C'est-à-dire qu'on a quasiment tous reçu ça. C'est ça. Et donc, comme ça. c'est vraiment un cheminement pour sortir de ça et se dire je vais faire autrement et je vais vraiment croire que ça fonctionne. Ouais, ça demande beaucoup plus de travail que de reproduire les méthodes ordinaires. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire à moitié l'un, à moitié l'autre. Quand on change un peu de ce que je vous disais, de paradigme, on change d'organisation. On change de manière de faire, de manière un peu plus profonde aussi, chez soi. Quand on a ce sentiment des fois d'avoir tout essayé, on a peut-être des fois besoin d'un regard extérieur
pour qui viendrait nous expliquer un petit peu, elle est où cette faille et derrière ce comportement inapproprié, ça vient cacher quelle émotion là qu'on n'a pas réussi à traduire, qu'on n'a pas réussi à décrire ou qu'on a traduit d'une manière incorrecte, quoi. Du coup, le parent a toujours la faille. Si c'est à nous de faire en sorte de changer la méthode, etc. En fait, c'est pas que le parent ait la faille, c'est que si ça rentre dans notre propre faille, si les deux failles se rencontrent, eh ben on trouve pas de solution. Parce que la plupart du temps, nos failles, elles sont inconscientes. Et donc en fait, c'est déjà de conscientiser nos failles. C'est ça en fait tout le travail des émotions et d'accéder à nos besoins. C'est que on conscientise ce qui fait que là on pète les plombs sur telle ou telle situation. Et c'est vrai que des fois ça prend du temps de conscientiser ça. Et après, simplement, on peut essayer de répondre à ce que l'enfant est en train de venir chercher dans cette situation-là. Par exemple, la lutte de pouvoir, elle peut être des deux côtés. C'est-à-dire qu'un parent peut se sentir un mauvais parent s'il n'est pas dans le contrôle et dans le pouvoir. Et c'est vrai qu'abandonner le contrôle, être dans le lâcher-prise et dire « Ok, on va être dans une relation de coopération », des fois, c'est impossible parce qu'on a notre schéma qui a été vraiment intégré à l'intérieur de nous, qui est qu'un parent responsable, c'est un parent qui sait, qui doit faire de telle et telle façon. Et abandonner tous ces schémas-là, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Après, on peut se rendre compte que là, on est dans le contrôle. On veut contrôler la situation. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que je lâche prise. Comment on fait pour lâcher prise? Ça veut pas dire être une mauvaise maman parce qu'on a un enfant qui fait une bêtise. C'est à un moment donné accepter que quand on est maman, on n'a pas le regard extérieur d'une psychologue et que quand on est dedans, forcément, ça ne veut pas dire que c'est forcément de la faute de la maman. La maman peut à un moment donné ne pas être en mesure de traduire. C'est pas forcément de sa faute. Même en tant que psychologue, c'est clair, c'est clair. Ce serait un leurre de croire que les enfants qui sont éduqués avec ces méthodes bienveillantes, ce seraient des enfants parfaits qui feraient jamais de bêtises et tout. Mais sur un plan psychique, ce serait hyper inquiétant, quoi. C'est normal que les enfants testent le cadre. Regardez-nous en tant qu'adultes, où on est censé gérer nos émotions. En tant qu'adultes, on n'y arrive pas toujours. Les enfants, ils sont dans l'apprentissage de ça. Donc souvent, leurs émotions, elles sont à l'état pur, c'est pulsionnel. Évidemment que même les enfants, et heureusement que même les enfants qui sont dans ce type-là d'accompagnement, eh bien oui, ils sont quand même en prise avec leur frustration, ils n'ont pas toujours envie d'attendre leur tour, etc. Et c'est normal. C'est vrai que nous, en tant que parents sourds avec les enfants entendants, ils peuvent profiter du fait qu'on est sourd pour dire des choses. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Alors, je ne connais pas du tout de parents sourds, donc je vais vous répondre de manière plus ouverte sur ce que je vois par rapport à toutes nos failles, de reconnaître qu'on est comme ça et que ça va fonctionner de cette façon-là, de le prendre comme étant une donnée en tant que telle. Les enfants vont pouvoir utiliser à certains moments le fait que vous n'allez pas entendre telle ou telle chose. Donc encore plus, on va renforcer la coopération, on va renforcer le fait qu'on se fait confiance les uns aux autres, parce que sinon, de toutes les façons, ils vont utiliser cette faille qui va être très facile. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre solution, je pense, que de encore plus croire en son enfant et lui faire confiance sur un certain nombre de choses. Et que de toute façon, ils trouveront une autre faille. C'est-à-dire qu'on a tous nos propres failles, donc peu importe laquelle c'est, ça peut être aussi une forme d'hypersensibilité, ou peu importe, ou être hypermaniaque, peu importe. Les enfants, de toute façon, n'ont pas besoin de lire des bouquins de psychologie ou d'aller à des conférences. Les enfants, ils le ressentent, ça, ce sont des éponges émotionnelles, les enfants. Donc, ils vont forcément détecter quelle est notre faille et puis essayer de l'utiliser. Est-ce que ça serait pas justement de leur expliquer que ça nous rend triste en fait quand ils font ça, ou que ça nous met encore plus en colère parce qu'on n'a pas, enfin c'est pas qu'on ne veut pas entendre, c'est que là on peut pas, Oui. et que justement ça nous blesse encore plus, Oui. parce qu'ils utilisent quelque chose où en fait on n'a pas le choix, enfin on peut pas réagir autrement. J'entends ce que vous dites. Après, c'est vrai que c'est pas non plus leur faute à eux, c'est notre truc à nous. Et donc, en fait, on va juste leur dire que ça, c'est pas possible parce que nous, on a ce besoin-là. Mais on peut leur exprimer que ça nous rend triste. Quand on a l'habitude d'exprimer ses émotions, ils vont savoir que maman, elle est triste, mais ça va juste passer. Enfin, c'est pas grave. Et que c'est pas un mauvais enfant, il va toujours nous aimer. De bien faire la part des choses entre le fait qu'on n'est pas triste à cause de lui.
on se sent triste parce que c'est l'acte qui nous a rendu, et la situation qui nous a rendu triste. C'est pas à cause de lui que maman elle pleure. Vous voyez la nuance? On n'a pas à pleurer devant l'enfant non plus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend, à partir du moment où on a appris aux enfants la gestion émotionnelle, on leur dit, là je pleure, je me sens triste, et ben tu vois, là ma tristesse elle est en train de passer, elle est en train de sortir de moi, et grâce à mes larmes, ma tristesse là elle est en train de partir. Ma tristesse, et ben je la garde pas à l'intérieur de moi pour qu'elle m'empoisonne la vie, hein, et qu'elle ressorte d'un coup, hein, d'une manière explosive et désagréable. Et ben tu vois, là je me sens triste, et je laisse ma tristesse sortir et je laisse ma tristesse passer. Ce qui fait qu'ils n'en seront pas inquiets, parce qu'on aura mis des mots sur ce qu'il en est, hein, de ces fameuses émotions qui passent. Mais sans culpabiliser l'enfant du c'est de ta faute si maman est triste. La colère aussi. Ah oui, mais la colère, voir votre dragon, ils ont besoin de ça, parce que ça veut dire, maman, elle est là. Ils savent que à chaque fois qu'ils vont arriver à ce point-là, ils vont se prendre la colère de maman, ils vont se prendre un mur. Ça va être un stop. C'est ça qui remplace la fessée. C'est-à-dire que le stop, c'est notre colère, ils vont nous trouver à chaque fois sur leur chemin à cet endroit-là. Et ça, c'est hyper important. Parce que on pose le cadre en faisant ça. On pose le cadre en disant, ben voilà, moi je suis là, là, là et là. Si tu dépasses ces points-là, tu me trouveras à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, ça va me mettre en colère. Et à chaque fois, je vais réagir de la même façon. Je vais dire, vous sortez de la cuisine ou je sors de la cuisine, je vais me calmer et je reviens après. Et vous savez que les enfants, quand vous leur dites, je sors de la cuisine et je vais me calmer, ça file doux. Alors, il n'y a rien dans la chambre. Vous leur criez pas dessus, c'est vous qui allez vous calmer avec votre... Ouais, mais je vous jure que moi, quand je fais ça, tout est rangé en arrivant. La plupart du temps, c'est pour le rangement. On se met en colère. Que ça met vraiment en colère. Au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on disait que c'était un temps d'apprentissage, parce qu'au fur et à mesure que les enfants vont aussi par imitation reprendre nos trucs, et les enfants qui sont habitués à être dans ce type-là d'accompagnement, ils vont utiliser nos propres outils. Donc moi j'ai l'exemple hier soir où j'étais très très agacée sur mon ordinateur et ma grande, elle me dit « Maman, ça sert à rien de t'énerver. » Parce que du coup, moi je suis tactile. Donc, par imitation, elle a senti qu'effectivement, c'est un outil, mais avec moi qui marche. Comment par imitation, quand ils sont baignés dans cet environnement, ce que nous, on a dû apprendre comme outil et qu'on a peut-être aussi galéré à mettre en place parce que ça ne correspond pas à la manière dont on a été élevé, les enfants qui ont été élevés comme ça leur semble mais hyper naturel. Et ils savent utiliser les outils naturellement. Et là, ils sont en mesure, par imitation, de repositionner les choses. Ah bah non, les enfants ne s'en rendent pas compte, par exemple, vraiment qui nous poussent à bout, ils ne s'en rendent pas compte, c'est leur limite à eux. Oui. Et puis en fait, tant que vous mettez pas de stop, c'est pas contre l'adulte, c'est pas une vengeance contre l'adulte, etc. Ça rentre comme dans du beurre en fait. Si ça rentre, ça rentre. Si ça passe, ça passe. J'aurais voulu savoir si l'angoisse faisait partie des émotions. Et si c'était une émotion qu'il fallait dire aux enfants. Alors quand soi-même on est au bout de sa vie, on est complètement angoissé, stressé et qu'on dit à l'enfant tout va bien, on lui fait croire que tout va bien, c'est ça, c'est être au bord de la crise de nerfs. Donc c'est lui mentir, et les enfants sont des éponges émotionnelles. Et du coup, ils vont sentir que vous êtes en train de lui mentir. Donc c'est important de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et là, effectivement, le petit bonhomme là de Rosenberg peut aider aussi, en disant, ben voilà, là, je me sens stressée. Et l'enfant va se dire, ok, maman, elle se sent stressée, c'est pour ça qu'elle est hyper bizarre et qu'elle n'est pas comme d'habitude. Et de le rassurer en disant, ce n'est pas à cause de toi, ça ne te regarde pas, ça c'est mon stress, tu peux me faire confiance, je vais réussir à le canaliser et à en faire quelque chose de ce stress-là. Mais tu n'as pas à porter mon stress. C'est le mien, tu peux me faire confiance, je gère. Ce qui va lui permettre de le rassurer. Mais surtout pas lui mentir, quoi. Oui, parce qu'ils sont plus malins que nous. L'angoisse, c'est un état presque permanent. Là, on en revient à nos failles. C'est-à-dire, voilà, après, c'est vrai que là, c'est toute une partie aussi, c'est prendre soin de soi et d'aller voir comment est-ce qu'on peut essayer
gérer son angoisse et son anxiété. Mais de toutes les façons, voilà, on est une maman stressée, c'est tout, c'est comme ça. Ça fera pas des enfants malheureux, hein. Non, c'est comme on est pour moi, c'est vraiment la même chose qu'on est des parents sourds. On est angoissé, on est une maman anxieuse. Bon, bah l'enfant, il va apprendre aussi que maman, quand elle est angoissée, à ce niveau-là, pas grave. À ce niveau-là, ah ouais, là, ça commence à être un petit peu plus embêtant. Mais quand elle est au niveau d'angoisse classique... Et de bien leur dire quand vous avez peur, de vous dire attention, ça c'est ma peur, hein, c'est pas la vôtre. Hein, donc moi j'ai peur d'eux, mais de manière à ce que dès le début, ils disent oh bon maman elle a peur, hein, mais nous on n'est pas obligé d'avoir peur. C'est la peur de maman, c'est pas la nôtre. Et on n'est pas obligé de la prendre en charge parce qu'on a confiance en notre maman. On sait qu'elle va trouver un moyen un jour pour apprendre à canaliser ça. Je voudrais juste revenir sur la notion de cadre. Quand on a l'impression d'avoir toute cette série, justement, est-ce qu'il faut faire sortir le dragon ou est-ce qu'on attend et on recommence En fait, tant que vous ne mettez pas de cadre, pour l'enfant, ça veut dire que c'est OK. Tant que vous ne validez pas par quelque chose d'un vrai stop, qui pour moi est porté par le dragon, mais voilà, qui est porté par le côté là c'est fini. Mais vous le portez sur vous, quoi. Hein. Vous incarnez là c'est plus possible. Mais si on n'a pas envie de faire sortir le dragon à ce moment. Mais alors c'est là où on a peur de ses émotions. Non, c'est pas ça. C'est exemple. Là en ce moment, mon fils il a 1 an et demi. Le soir, je sais pas pourquoi, là ça fait 2-3 jours, il met les pieds sur la table. Donc après, lui avoir dit. Alors, on met pas les pieds, alors après on n'utilise plus la négation, où est-ce qu'on met les pieds? Donc il sait, là, vas-y fais-le, il le fait, il recommence. Mais je ressens pas que c'est de la provocation. Il faut que je lui apprenne ce cadre-là, mais j'ai pas envie de sortir de mes gonds parce que c'est le soir et j'ai pas envie de... Et puis que ça sert à rien de s'énerver pour ça. Voilà, et j'ai pas envie de ressentir cette émotion, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour arrêter? Alors déjà, il a 18 mois, oui, il a 18 mois, il a encore pas intégré les règles sociales. C'est-à-dire qu'il faut aussi adapter son comportement. 3 ans, c'est décentre. La socialisation, c'est en 2 temps. 3 ans, il commence à avoir conscience des autres. Il décentre un petit peu de son point de vue que tout ne vient pas et n'est pas créé par lui. 5 ans, il intègre vraiment les règles sociales et il comprend qu'il faut faire avec les autres. Donc avant, les règles, c'est caduc. Si, vous devez mettre des règles, mais c'est juste qu'à un moment donné, les règles, il va avoir l'impression que c'est en fonction de lui. Il les aura pas encore intériorisées. Donc à 18 mois, il les a pas intériorisées, les règles sociales. Hein. On peut pas poser le cadre de la même manière à un enfant qui a déjà intériorisé les règles sociales et qui sait très bien qu'on n'a pas le droit de mettre les pieds sur la table, hein, qu'un enfant de 18 mois qui là, il vient tester, quoi. Il vient découvrir c'est quoi les règles sociales, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on se comporte à table, etc. Donc il est dans cet apprentissage-là. Je serais plutôt sur un lâcher-prise à ce moment-là. En fait, il est dans sa chaise haute. Oui, donc il pose les pieds sur la table dans sa chaise haute, il pose pas les pieds sur là où il mange. Si. On est dans la répétition. Ouais, il a 18 mois, c'est répétition, plus. À 3 ans, 4 ans, après, non. Hein. Ouais, c'est ça. Là, 18 mois, il ne le sait pas encore. À 3 ans, il vous fait ça, là, il fait exprès, hein, parce que à 18 mois, il n'a pas intégré encore ces règles sociales-là. Donc, effectivement, il vient pas vous provoquer. Là, il découvre, il explore, donc on répète. Si chez vous, ça génère pas de l'agacement, vous pouvez dire, écoute, vas-y, mets tes pieds, laisse. Il va découvrir et puis il va arrêter. Hein. C'est le regard des autres aussi, des fois, qui nous fait faire des choses. C'est ça. Et des fois, c'est vrai que en laissant faire pendant un petit moment, en fait, de lui-même, c'était marrant pendant quelques temps, mais vu que ça l'a fait plus réagir. Maman a réagi plus. C'est pas une bêtise non plus. J'ai pas l'impression, mais justement, est-ce que l'indifférence. En fait, quand on appuie sur les comportements attendus plutôt que les comportements inattendus, voilà, on va peut-être pouvoir faire une petite pirouette. Mais après, il va falloir essayer plusieurs choses. Si la répétition ça marche pas, peut-être que lui il va avoir besoin de changer, d'attirer son attention plutôt sur l'assiette, sur la nourriture, sur. Mais faut pas cristalliser. Ou lâcher prise juste en disant ça va le passer. Puis vous allez voir, ça va vous donner des indications sur les autres choses pour lesquelles il va grandir plus tard. La façon dont là il va réagir. Vous savez que la plupart du temps, avec lui la répétition ça va pas forcément marcher. Il vaut mieux utiliser peut-être le lâcher prise ou le mettre sur une autre activité.
Tout souvent, quand ils ont une façon de fonctionner, quand même ça se répète un petit peu toutefois. Un parent qui n'arrive pas à se contrôler au niveau de sa gestion des émotions, imaginons de la colère par exemple, et qui n'en a pas conscience notamment, voilà, est-ce qu'il faudrait qu'il demande à quelqu'un de l'aider en fait à ce moment-là au niveau de sa gestion d'émotions? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Après, tous les outils de gestion des émotions, on va pouvoir utiliser tout ce qui va être méditation et retour au calme en général. Toutes les choses qui vont faire sortir les émotions. Mais aussi les reconnaître, etc. Enfin, c'est vrai que c'est un gros travail. On en passe toujours par le prendre d'abord soin de soi pour prendre soin des autres. Hein. Donc, quand on est en prise avec sa colère, il faut apprendre à le canaliser pour après pouvoir aider l'enfant à apprendre à canaliser sa propre colère. Peu importe l'outil que vous utilisez, hein, certains ça va être la sophro, d'autres ça va être le fait de faire une thérapie chez une psychologue, d'autres ça va être la méditation, d'autres ça va être le sport. Plein de choses sont thérapeutiques, hein. Il n'y a pas que les psychologues qui sont thérapeutiques. Hein. Il existe plein de moyens à chacun de trouver son outil qui lui correspond le mieux. Hein. Merci pour cette intervention et vos réponses concernant ces questions d'autorité. C'était très enrichissant. J'espère que ça vous a plu. Et puis sinon, je vous dis à une prochaine fois. On accueillera aussi l'association Epsilon avec deux autres intervenantes autour de l'adolescence. Ce sera en avril. Bonne soirée.